Alors pour ce soir, on est ravis d'accueillir Florian Gully, qui est déjà venu à Clermont, m'a-t-il dit, il y a 2 ans, je crois, sur un autre sujet, à propos de Marx, je crois. Et là, il veut nous entretenir de l'antiracisme. A priori, lutter contre le racisme, l'objectif est au minimum de le faire reculer, voire même de le faire disparaître. Mais ce qui peut apparaître comme une évidence, voire une tautologie, pour la plupart d'entre nous, est absolument moins limpide dès qu'on aborde les questions de contre quoi exactement on s'oppose, et avec qui, avec quel groupe social, et en envisageant quel type de société. En plus, si on s'interroge sur l'efficacité des luttes dites antiracistes, de quoi parle-t-on ? Ce n'est pas aussi clair qu'on pourrait le penser. Florian Gully, dans ce livre, L'antiracisme trahi, a fait un énorme travail de relecture, d'analyse des écrits, des proclamations, mais aussi des pratiques d'organisation ou de militants se réclamant de l'antiracisme. L'antiracisme, oui, mais lequel ? L'antiracisme libéral, l'antiracisme moral, l'antiracisme dit politique. Sa généalogie de l'antiracisme commence dans l'ex-territoire esclavagiste que furent les États-Unis, jusque dans les années 60, avec le Black Power, dont certaines figures ont pu marquer des mémoires, dont la mienne. Stokely Carmichael du Student Nonviolent Coordinating Committee, ou encore plus connu, Huey Newton, Bobby Seale, Edwidge Cleaver des Black Panthers, avec la célèbre Angela Davis, sans oublier, dans un autre champ politique, le pasteur Martin Luther King. Et il en revient, partant de là, aussi aux acteurs de l'antiracisme dans notre pays, dont il a décrypté là aussi les idéologies sous-jacentes et les méthodes d'action. Nous avions bien besoin de quelqu'un qui puisse remettre à plat et clarifier pour nous des notions étroitement liées, la race, le racisme institutionnel, qu'est-ce que ça signifie, le racisme systémique, le racisme structurel, le racisme d'État, toutes ces déclinaisons qui sont un peu vagues pour nous. Et pour cela, nous avons invité Florian Gully, donc, qui est agrégé de philosophie et enseignant en philosophie dans un lycée à Besançon. Bon, voilà, je lui cède le micro pour le temps qu'il souhaite, avant d'ouvrir la discussion. Et après, si vous souhaitez acheter le livre, la dédicace qui aura lieu dans le hall. Voilà, merci de votre attention. Merci Jean-Claude et merci pour l'invitation et merci à vous d'être venu ce soir. Donc il y a une vingtaine d'années, la question de l'antiracisme, elle était complètement consensuelle à gauche, me semble-t-il, c'est-à-dire que la gauche était antiraciste et finalement il n'y a pas grand-chose à dire de plus à part de combattre et d'essayer de faire reculer le racisme. Et depuis quelques années, la situation a complètement changé, c'est un sujet assez clivant. Au tel point que je ne connaisse pas une seule organisation politique ou syndicale qui ne soit pas traversée par ce conflit. C'est-à-dire qu'il y a des camps à l'intérieur de l'antiracisme et qui s'affrontent de manière très virulente jusqu'à fragiliser les organisations. Voilà. Et donc, je voulais essayer d'apporter un petit peu ma pierre à l'édifice pour essayer de s'en sortir un petit peu par le haut, et en essayant d'être le moins polémique possible. Parce que vu que le sujet est déjà tellement polémique, ne pas rajouter de la polémique à la polémique. Alors, le titre, l'antiracisme trahi, il n'est pas de moi. C'est-à-dire que je ne voulais pas l'appeler comme ça, mais l'éditeur a imposé ce titre-là, parce que, pour les raisons qui lui appartiennent, parce que je voulais justement, moi je voulais appeler ça querelle dans l'antiracisme ou quelque chose comme ça. L'antiracisme, je l'aborde d'un point de vue politique. Voilà, pas d'un point de vue moral, parce que là aussi, sinon, il n'y a pas grand-chose à dire, alors que, à part que le racisme est condamnable, que dire. Donc, moi, je m'inscris dans une tradition de pensée marxiste, socialiste, communiste, au mouvement ouvrier, enfin, comme on voudra bien appeler tout ça, qui aborde la question du racisme dans une perspective bien particulière. C'est comment est-ce que l'horizon stratégique, c'est comment est-ce qu'on produit un bloc populaire, pour reprendre un petit peu des expressions venues de Gramsci, comment on produit une sorte d'unité des classes populaires, puisque au XXe siècle et au XIXe, c'est l'alliance de classes qui a permis des progrès sociaux. C'était l'alliance des différentes fractions des classes populaires associées le plus souvent avec la petite bourgeoisie intellectuelle ou culturelle. Voilà.
Donc moi, je prends les discours antiracistes depuis cette perspective-là, et je les trie de cette manière. C'est-à-dire, quels sont les discours antiracistes qui permettent la constitution de ce bloc populaire, et quels sont les discours antiracistes qui ne le permettent pas, qui ne l'aident pas, voire qui empêchent la construction d'un bloc populaire. Et j'ai l'impression qu'il y a un certain nombre de discours antiracistes qui empêchent la construction du bloc populaire. Donc ils sont bien antiracistes, donc il y a des choses à faire avec eux. Mais en même temps, ils ont une position qui pose problème à cette perspective stratégique que j'essayais en 2 mots comme ça, d'exposer. Donc, du coup, moi, il y a le minimum à retenir de ce que je dis, c'est qu'il y a dorénavant plusieurs types de discours antiracistes. Enfin, il y a plusieurs types de discours antiracistes, et on peut plus simplement se contenter de se dire antiraciste comme il y a une vingtaine d'années. Donc dans l'ouvrage, en effet, comme tu le disais, Jean-Claude, j'ai essayé de faire une sorte de cartographie des différents antiracismes. Et alors, je suis remonté aux années 60 aux États-Unis, mais il y aurait eu d'autres généalogies possibles. Hein, mais là, les choses, cette date, cette période, donc des années 60, c'est la fin du mouvement des droits civiques, le début du mouvement qu'on appelle le Black Power. Et juste après, donc, la fin de la ségrégation raciale aux États-Unis, dans le Sud, et l'acquisition des droits civiques. Voilà. Donc c'est cette période-là. Et dans cette période-là, va se dire de manière très explicite, voilà, 3 manières de combattre le racisme. En fait, ça existe déjà dans les années 20, aux États-Unis, dans les années 40. Chaque génération recommence le même débat, sauf que c'était peut-être un petit peu moins explicite dans les générations précédentes. Bon, donc le plan de mon intervention ce soir, c'est d'expliquer quels sont ces 3 antiracismes, et à chaque fois me poser la question, que font-ils à la perspective stratégique de l'unité, de la construction d'un bloc populaire ou de l'unité des classes populaires. Donc le premier antiracisme, j'ai appelé ça l'antiracisme libéral. Voilà, c'est l'antiracisme qui est porté par les institutions, publiques ou privées. Voilà, l'école diffuse un discours antiraciste, les grandes entreprises organisent des stages de formation à l'antiracisme aux États-Unis. Là, ils ont été fermés récemment par Trump, mais il y avait donc ça qui existait. Donc les institutions portent un discours antiraciste. Les grands chefs d'entreprise américains ont plié le genou au moment de l'affaire George Floyd, en hommage à l'Afro-Américain assassiné donc par la police. Donc voilà, il y a une sorte de discours et donc ce discours-là, c'est pas qu'un discours, c'est une sorte de programme politique, et l'objectif, c'est de diversifier les élites. Voilà, il faut que les élites politiques, les élites économiques, soient à l'image de la société. Donc il faut qu'il y ait autant de représentants des minorités ethniques à l'intérieur des élites que dans la société. Donc il s'agit de coopter, d'aller chercher dans les quartiers populaires, dans les ghettos, un certain nombre d'individus pour leur donner un poids politique et des responsabilités politiques. Voilà. Et en parallèle de ça, c'est une sorte d'antiracisme éducatif. Il s'agit de diffuser un discours antiraciste dans les institutions scolaires ou sous quelque support qu'on le veuille. Voilà. Donc c'est ça qui caractérise cet antiracisme un peu mainstream qu'on trouve dans les grandes institutions. Alors, mais néanmoins, donc, dans le meilleur des cas, cet antiracisme-là ne se pose à aucun moment la question de l'unité des classes populaires. C'est complètement en dehors de son horizon. C'est pas son problème. Voilà, son problème, c'est de coopter quelques individus pour les faire monter en haut. Et au fond, même si les ghettos s'effondrent sur eux-mêmes, finalement, c'est pas le problème de cette perspective antiraciste. En fait, peu importe ce que deviennent les classes populaires, il suffit que les élites en haut soit à l'image de la société en bas. Qu'il y ait des inégalités abyssales dans la société, ce n'est pas le problème de cet antiracisme. Voilà. Il faut simplement qu'on ait une élite à l'image de la société. Et souvent, et c'est pour ça qu'il me pose problème cet antiracisme-là, en fait, il finit par être stigmatisant à l'égard des classes populaires. C'est-à-dire que dans ce discours-là, qui est un discours souvent porté par des gens au pouvoir, des gens de la bourgeoisie, il y a un petit peu l'idée qu'ils font partie d'une sorte d'élite civilisée et que le racisme, c'est les gens d'en bas. C'est les classes populaires blanches, le racisme. Et finalement, c'est une manière c'est derrière le discours antiracisme une sorte de mépris de classe, une manière de stigmatiser les populations ouvrières en se démarquant d'eux. Bourdieu, par exemple, avait fait une conférence en 1978 à un congrès du MRAP où il expliquait ça. Il disait qu'il faut faire attention parce qu'il y a aussi le racisme de l'intelligence. Et souvent, le discours antiraciste est tenu par des gens
qui sont des élus de l'institution scolaire, diplômés, etc. Et il y a autre chose que la question du racisme qui se joue quand ils critiquent les racistes. Il y a aussi quelque chose comme un mépris de classe, une manière de dire « moi, tu vois bien, je suis au-dessus de toi ». Et finalement, si on commande et si on a le pouvoir, mais c'est bien normal. Parce que nous, on est civilisés, vous êtes que des espèces de beaufs, homophobes, racistes, etc. Voilà. Donc, du point de vue qui m'intéresse, c'est pas un antiracisme qui... Bon, alors, à l'opposé de cet antiracisme-là, il y a deux antiracismes radicaux, on pourrait dire comme ça, qu'on voit bien dans les années 60. Alors, on pourrait l'appeler, je ne sais pas, en France, au début des années 2000, c'est antiracisme politique. Peut-être aujourd'hui, vous avez plus entendu antiracisme décolonial, je ne sais pas si ça vous dit, qui n'est pas anticolonial. Le décolonial, ça naît à la fin des années 1990, début 2000, en Amérique du Sud. Voilà. L'anticolonialisme, c'est autre chose, c'est une tradition issue la plupart du temps du mouvement ouvrier, de la Révolution d'octobre, etc. Il y a toujours des références au marxisme dans ce coin-là. Je pourrais y revenir, si vous voulez, dans la discussion, mais ça n'a aucun rapport. Il ne faudrait pas confondre les deux, parce que souvent je vois que le mot décolonial est utilisé pour dire, par exemple, Ho Chi Minh décolonial, ou Nkrumah au Ghana décolonial. Non, ils ne sont pas décoloniaux du tout. Ils sont marxistes anticoloniaux. Bon, mais je laisse pour l'instant de... Qu'est-ce que ça recouvre, ce décolonialisme d'aujourd'hui, des années 90 ? En fait, du coup, je vais l'expliquer un petit peu. Ça va, je pense, s'expliciter. Mais voilà, c'était pour prévenir d'un malentendu. Évidemment, les luttes anticoloniales du XXe siècle sont chères à mon cœur. Quand je critique le décolonialisme, je ne critique pas ça du tout. Voilà. Alors, en fait, voilà, peu importe le nom, parce qu'à chaque époque revient cette même manière de penser de la lutte antiraciste. Alors, peut-être vous avez déjà entendu l'expression « le retournement du stigmate », c'est-à-dire je suis stigmatisé comme noir, on m'insulte, on me traite de nègre, je récupère l'insulte et j'en fais une sorte d'emblème de résistance et de mobilisation. C'est ça le retournement du stigmate. Je le reprends pour le retourner contre le discours raciste. Bon, eh bien, il y a toujours eu dans les luttes antiracistes cette manière de procéder. C'est-à-dire, je reprends le stigmate, j'en fais une sorte de slogan et qui va permettre de mobiliser. Alors, typiquement, un exemple, c'est la question de la négritude. Donc, en France, ou dans l'espace francophone, vous nous nègre, c'est l'insulte, nous récupérons le mot, Aimé Césaire, et puis nous en faisons un instrument de mobilisation, alors soit un instrument poétique comme chez Césaire, soit vraiment politique chez Senghor, par exemple, ce qui n'empêche pas d'autres, comme Frantz Fanon, de critiquer complètement cette manière de procéder. C'est pas, là aussi, il ne faut pas s'imaginer que tous ceux qui sont victimes du racisme ont une stratégie politique, tous la même, quels que soient les contextes. Pas du tout. Fanon était complètement... La conclusion de Peau noire, masque blanc est contre la négritude. De Senghor en particulier. Donc voilà, c'est cette manière-là qui m'a intéressé dans les années 60 par l'organisation étudiante que tu mentionnais et un militant qui s'appelait Carmichael, qui a pensé donc les luttes antiracistes dans le cadre d'un retournement du stigmate, que j'ai développé maintenant un petit peu. Mais juste avant, je précise qu'immédiatement, il se fait critiquer vertement par d'autres franges du Black Power, en particulier le Black Panther Party et le Parti communiste américain. Voilà. Donc, si vous entendez sur le Black Power des formules du type « les Afro-Américains ont décidé de », c'est faux. Ils n'ont pas décidé d'eux, ils étaient en débat, ils sont comme tout le monde en fait. Ils ne sont jamais d'accord sur rien, comme nous autres, et donc ils débattent. Et là, on présente un petit peu aujourd'hui en France ces débats en disant les Afro-Américains, ils ont fait comme ça, donc on doit faire comme eux ont fait. Qui t'es, toi, pour critiquer cette manière de faire ? Voilà. Or, c'est faux. Ils étaient en désaccord, ils avaient des désaccords stratégiques profonds, et pouvant aller jusqu'à l'affrontement physique. Ce n'était pas que des débats théoriques, ça pouvait être extrêmement virulent. Bon, alors je vais essayer d'expliquer un petit peu cette vision de l'antiracisme. Donc, ce militant, Stokely Carmichael, là, écrit un ouvrage qui s'appelle Black Power, où il expose un petit peu sa manière de comprendre le problème du racisme et de la lutte anti-racisme. Et alors, ce livre, il invente un concept que vous avez peut-être entendu, racisme institutionnel. Voilà. Donc, c'est en 1968, dans un livre qui s'appelle Black Power, écrit par Stokely Carmichael, qu'on trouve ce concept. Alors,
en fait, il y a une espèce d'ambiguïté dans le livre sur ce concept qui va arriver jusqu'à nous. Donc d'un côté, ils disent le racisme institutionnel, c'est un concept qui permet de dire que le racisme, c'est pas simplement les insultes et les coups d'un individu. Voilà. Le racisme, c'est pas qu'un problème d'individus qui auraient des mauvaises pensées ou des mauvais gestes. Il faut qu'on ait un concept de racisme qui puisse penser ce qui se passe à l'échelle de la société. Donc, racisme institutionnel, dit-il, c'est, par exemple, ça permet de penser ce que fait un commissariat de police, voilà, ou un service de voirie qui fait mal son travail dans le ghetto, voire un ministère. Donc, ça permet de cibler à l'intérieur de la société un certain nombre d'institutions qui auraient des comportements qu'on pourrait appeler racistes, alors même qu'il n'y a plus de racisme dans la loi, puisque leur but, c'est de penser le racisme après la ségrégation. Donc il peut très bien ne plus avoir de racisme dans la loi et des institutions qui continuent à fonctionner de manière raciste. Bon, par exemple, typiquement, c'est évidemment bien possible de parler de racisme institutionnel dans la police dès lors qu'on sait qu'il y a des boucles WhatsApp de policiers avec 9000 policiers dessus qui profèrent des insultes racistes toute la journée et que visiblement la hiérarchie au courant ne fait rien. Ça, c'est quelque chose qui relèverait du racisme institutionnel. Non pas tant c'est pas tellement qu'ils mettent en avant des politiques explicitement racistes, mais c'est plutôt qu'une sorte de, on ne fait rien contre un climat ouvertement raciste parmi les forces de l'ordre. Voilà. Donc ça, c'est la première acception du terme, et donc les sociologues vont réutiliser ça. Ça va avoir une vie intellectuelle intéressante. Ça permet d'analyser des institutions. Voilà. Et puis il y a d'autres usages dans le texte qui conduisent Carmichael à dire, racisme institutionnel, ça veut dire que la structure sociale, le pays tout entier est raciste, de haut en bas. Et là, donc, il y a un petit glissement. C'est-à-dire que tout à l'heure, on était en train de regarder des institutions. Donc, il y a l'individu. On analyse des institutions précises dans l'espace social. Et maintenant, on passe à une caractérisation, dans plein de pages du livre, où il dit, l'Amérique, c'est le pouvoir blanc. La structure sociale complète est raciale après la ségrégation, encore. Donc là, il y a une sorte de bouger, et tous les termes comme racisme structurel ou systémique, qu'on entend souvent, ça découle de là, de ce deuxième sens. Donc il y a un sens qui touche au milieu entre l'individu et le tout de la société, telle ou telle institution, tel ou tel ministère, tel ou tel commissariat, et puis il y a un autre sens qui fait que la structure sociale tout entière est raciste. Donc l'Amérique, c'est le pouvoir blanc. Il y a une hiérarchie raciale, il y a un groupe dominant, les Blancs, doté de privilèges, le privilège blanc, un groupe dominé, les Afro-Américains, etc. Et donc vous avez ensuite ce discours que vous avez peut-être déjà entendu, tous ces concepts-là, privilège blanc ou autres, qui en découlent. Voilà. Alors, c'est pas... et au passage, les différences politiques entre les Blancs, elles sont annulées. Ils font partie des dominants. Les Blancs du Ku Klux Klan, comme les Blancs démocrates, font peu ou prou partie du même ensemble dominant. Voilà. Il y aura pas de... Il y a cette idée que de toute façon, ils serrent les coudes quand il s'agit des intérêts fondamentaux de la société. Voilà, ce qui justifie qu'on puisse homogénéiser comme ça les... Alors, c'est pas qu'une distinction purement théorique, ça a des conséquences très concrètes, très politiques. Par exemple, sur la question de la police. Si vous prenez racisme institutionnel, le premier sens que j'ai évoqué, c'est une institution à l'intérieur de la société qui dysfonctionne. On peut penser des réformes de l'institution. On fait des réformes des institutions. Donc, par exemple, je ne sais pas moi, police de proximité, IGPN indépendante, enfin voilà, il y a des réformes pour corriger une institution qui dysfonctionne. Dans l'autre perspective, vous avez l'idée qu'en réalité, la police, puisque de toute manière, elle est l'émanation d'une structure raciste, d'une nation raciste, elle est intrinsèquement raciste. Et de toute façon, il y a une certaine naïveté à penser que quelque chose comme une réforme est possible. Ça a beaucoup imprégné le mouvement Black Lives Matter, par exemple, qui n'a jamais porté de revendication de réforme de la police. Ce qu'ils ont proposé, c'était l'abolition de l'institution policière, un dismantle police, defund police, supprimer les fonds de la police. Parce qu'il n'y a pas une autre police possible. En fait, il y a une structure raciste qui produit des individus racistes, des institutions racistes, etc. Et donc, c'est quelque chose qui affecte les perspectives politiques.
Parce que du coup, quelle perspective politique si on n'a pas de réforme en particulier, avec des espèces de paradoxes, c'est-à-dire qu'il y a des villes qui ont mis en application ça, qui ont supprimé des fonds de la police, des villes démocrates en particulier, et qui ont vu revenir Trump. Trump a gagné dans ces villes un an et demi après, etc., parce qu'il y avait eu une hausse de la criminalité, du fait de la réduction du périmètre de la police. Voilà, donc oui, c'est pas simplement des concepts comme ça, c'est pas de la philo. C'est-à-dire que si vous pensez de cette manière, ça a des conséquences politiques, et si vous pensez d'une autre manière, ça en a de tout autre. Et autre chose pour montrer le côté concret, si vous pensez que la structure est raciste, on entend ça tout le temps, ce discours-là présent dans beaucoup de discours antiracistes, la structure sociale raciste produit des individus racistes. La question pourquoi les gens sont racistes ne se pose plus. C'est plus une question pertinente. Ils sont racistes parce que la structure est raciste, ça produit des gens racistes. Point. L'idée que ce serait bien de savoir pourquoi machin il est raciste, pourquoi lui il est devenu raciste, etc., pour peut-être essayer pour faire un travail de conviction qui est le travail du militant. C'est une question qui disparaît. Ça n'a pas de sens. Une structure raciste produit des individus racistes. Donc ça, évidemment, c'est une formulation de l'antiracisme, moi, qui me pose problème. Et d'où le fait que vous avez énormément enfin, vous avez sans doute entendu ça aussi, le racisme structurel, le racisme d'État. C'est-à-dire que c'est une perspective antiraciste qui est focalisée sur le haut de la société. Puisque de toute manière, le problème, il est global, il est entier, et puis éventuellement l'État qui concentre le pouvoir. Et c'est vrai, ça c'est bien, enfin, il faut prendre ça, mais il y a aussi la question du racisme en bas et d'où il vient qui doit être posée si on veut convaincre des gens. Parce que sinon, sur quel discours on va, avec quel discours on va approcher ceux qui seraient tentés ou qui voteraient, ou etc. C'est une question qui est complètement absente de cet antiracisme-là, parce que de toute façon, l'individu est raciste mécaniquement, d'une certaine manière, indépendamment de ce qu'il vit, mécaniquement parce qu'il fait partie d'une structure raciste. Ensuite, toujours dans cet ouvrage, vous avez une idée, alors qui est très calquée sur le marxisme, c'est qu'au fond, nos sociétés, je l'ai un petit peu dit tout à l'heure, mais c'est une lutte des races. Voilà, de la même manière qu'il y a des dominants, des dominés, je le disais tout à l'heure. Et donc la cartographie d'une société, c'est sa cartographie raciale, et puis il faut penser les combats de cette manière. Voilà, donc par exemple les Blancs et les Afro-Américains, et puis les Mexicains, un ouvrage d'il y a quelques années en France qui était sorti, qui s'appelait « Les Blancs, les Juifs et nous ». Voilà. Nous étant les Arabes et les Noirs, et ça, le titre valait carte de la société française, et voilà comment on réfléchit aux stratégies politiques une fois qu'on a cette grille d'analyse. Alors, dans cette perspective-là, évidemment, une fois que vous avez posé des choses comme ça, qu'il y a une lutte des races, il y a une espèce d'impasse politique. Parce que comment on fait des alliances ? Une fois que vous avez dit que les Blancs étaient des dominants, y compris l'ouvrier, qui est un privilégié aussi sur cette ligne-là. Avec qui vous faites des alliances ? Comment vous faites des alliances ? Il y a toujours ce problème-là, lancinant qui revient, que Martin Luther King objectait à Carmichael en lui disant « Mais nous sommes 15% aux États-Unis. Voilà. Il va bien falloir qu'on s'allie avec d'autres groupes. Donc si vous repeignez 100% des Blancs comme étant des privilégiés, on ne pourra pas s'allier avec eux. » Alors voilà, et donc il louvoyait en disant « Mais oui, mais on verra, après, d'abord on s'organise, puis après on s'allie. » Mais quand vous avez tenu un discours qui oppose, en disant l'un domine l'autre, comment est-ce qu'ensuite vous pouvez justifier aux yeux de vos propres militants quelque chose comme une alliance ? Enfin, ça devient quelque chose de compliqué. Et dans l'ouvrage, pour insister sur le fait que les alliances, en fait, il ne faut pas être naïf, il ne peut pas y en avoir parce que les Blancs toujours serrent les coudes, eh bien, vous avez une vision de l'histoire américaine où il va occulter tous les moments où il y a eu des grandes alliances. Par exemple, le New Deal, c'est un moment qui a profité aux Afro-Américains, ce qui fait que les Afro-Américains ont revoté plusieurs fois derrière, donc manifestant leur adhésion. Le parti populiste américain, à la toute fin du 19e siècle, qui était une alliance de métayers dans le Sud, c'est pas populiste au mauvais sens du terme, mais voilà, des gens du peuple dans le Sud, noirs et blancs. Donc ça aussi, c'est une histoire qui est occultée, parce qu'il s'agit de montrer que, non, en fait, ils font toujours bloc, il ne peut pas y avoir de lien. Donc c'est vraiment une manière de penser qui conduit à une sorte d'impasse. Comment fait-on,
une fois qu'on a posé des choses comme ça, pour avoir une perspective majoritaire. Et au passage, je trouve que ça devrait interroger aussi nos manières de faire de l'antiracisme, parce que, quelles que soient les organisations politiques et syndicales, je vois bien, les commissions antiracistes ou ceux qui s'intéressent à l'antiracisme, ils pointent et ils communiquent sur les drames. Et il faut le faire, évidemment, sur les meurtres, sur les discriminations, etc. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas aussi intégrer dans nos communications les moments où justement où il y a des alliances, où il n'y a pas de drame, où ça se passe très bien, et puis pourquoi ça se passe très bien, voilà. Et ça, si vous connaissez un peu ce qui se dit dans les organisations à gauche, il n'y a jamais ça. On pointe uniquement ce qui ne va pas. Et je pense que est-ce que ça fait est-ce que ça nous est favorable, ça, parce que là, l'extrême droite, pour dire que ça ne va pas, ils font ça toute la journée. Alors nous, on dit que ça ne va pas en disant oui, mais c'est la faute des autres. Mais peut-être qu'on pourrait aussi dire que non, ça va bien, il y a des choses qui se font, il y a des associations improbables, des gens qui se rencontrent alors qu'ils n'auraient pas dû se rencontrer, du périurbain et des quartiers, etc. Bon, mais on ne le fait pas. Ouais. Alors, ensuite, je suis toujours dans cet antiracisme-là, Stockley, Carmichael, etc. Il y a aussi quelque chose qui est très prégnant, puisque de toute façon la structure sociale est raciste, la nation est raciste. Il y a quelque chose. Le combat antiraciste est présenté comme un combat contre la civilisation occidentale. Il le dit clairement. Il dit nous devons détruire tout ce que la civilisation occidentale a produit. Alors les citations, elles sont dans le livre, etc. Mais il s'agit vraiment de faire table rase de la civilisation occidentale. Alors, ce qui pose problème, parce que on a l'impression qu'on arrive à une sorte de discours du choc des civilisations, mais inversé. Ce n'est pas les Américains qui disent « nous sommes la civilisation », mais vous avez quand même un discours civilisationnel avec la bonne civilisation et la mauvaise. Et là aussi, est-ce que ce n'est pas une impasse politique ? C'est-à-dire que qui est-ce qu'on va convaincre ? Aux États-Unis, par exemple, est-ce qu'on peut penser aller s'adresser à la majorité en leur disant « d'abord, il faut que tu renonces à toute cette histoire qui est une histoire de drame, de catastrophe, de sang, et seulement de ça ». Voilà. Donc, comment convaincre sur cette base ? Alors que des gens comme les Black Panthers, ils disent pas ça. Pourtant, ils savent très bien ce que c'est que le racisme, ils le subissent. Mais ils disent la nation américaine, elle est contradictoire. Elle a des traditions racistes et des traditions égalitaires. Voilà. Il y a tel ou tel qui est mort dans un soulèvement d'esclaves qui était blanc, etc. Il y a des traditions antiracistes aux États-Unis. Et donc, c'est beaucoup plus facile d'aller s'adresser à un blanc en lui disant « mais il y a une partie de ta tradition dont tu peux être fier. Pas l'autre. L'autre, elle est honteuse, mais celle-là, tu peux en être fier et tu peux t'identifier à elle. » Alors que l'autre perspective, c'est simplement, finalement, c'est honte à ton histoire. Là aussi, d'un point de vue de conviction politique, c'est sans doute quelque chose qui est sans issue. Bon, alors, maintenant j'en viens à la dernière perspective. C'est celle qui me tient à cœur, que je pourrais d'un antiracisme marxiste ou populaire, ou enfin je sais pas, comme on voudra. Donc, j'ai beaucoup parlé des années 60 aux États-Unis, mais on pourrait remonter beaucoup plus loin, on pourrait au moins remonter à Marx. Vous avez par exemple une lettre à Lincoln qu'il adresse au moment de sa réélection pour le féliciter dans sa victoire dans la guerre de sécession. Et puis la même année, il écrit une lettre, l'année d'avant, il écrit une lettre en disant « mais là, ce qui se passe de plus important dans le monde entier, c'est la fin du servage en Russie, et la lutte des esclaves, la guerre de sécession aux États-Unis. Le plus important dans le monde, ce n'est pas les luttes ouvrières en Europe. Là, il y avait un reflux. Non, ce qui est le plus important, c'est ce qui se passe pour eux, pour les Afro-Américains, travailleurs esclaves. Voilà. Donc, pour dire que cette tradition, elle est longue. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, cette tradition ? Là, je n'ai pas utilisé une expression du type antiracisme de classe, parce que parfois on entend ça, qui pourrait laisser entendre que quand on est un peu marxiste ou tradition ouvrière, en fait, on se débarrasse de l'idée de race, de racisme, etc. Puis on met juste la classe. Il n'y a que des problèmes de classe. Non, c'est pas ça du tout qui est dit. Les Black Panthers, Angela Davis, quand ils interviennent dans les débats, c'est pour dire on a besoin d'une analyse qui soit pas seulement une analyse de couleur. C'est ça leur position.
Ils disent pas débarrasse-toi de la grille d'analyse en termes de couleurs. Elle a une certaine pertinence, la grille d'analyse en termes de couleurs. Mais par contre, il faut y adjoindre l'analyse de classe. Et pas simplement la grille d'analyse de couleurs, ce qui était la manière précédente de voir. Une grille d'analyse de couleurs ou raciale qui écrasait tout, puisque tous les blancs deviennent des privilégiés, de Bernard Arnault jusqu'au concierge, voilà, deviennent tous, font partie d'un même bloc. Donc là, il y a vraiment un brouillage des rapports de classe. Eux, ils disent, non, il faut qu'on articule les variables de race, entre guillemets, et puis les variables de classe. C'est ça la position. C'est pas on se débarrasse comme s'il y avait que... Et sur la question des femmes, c'est la même chose. Hein. Si vous, Alexandra Kollontai, elle ne dit pas il n'y a que de la classe. Elle sait très bien que les ouvrières, elles n'ont pas exactement la même vie que les ouvriers. Hein. Il n'y a pas besoin d'être sorti de Saint-Cyr pour le savoir. Donc voilà, il faut toujours ajouter, articuler. Et ensuite, comment on articule, ça dépend des contextes. Voilà. Donc par exemple, si vous êtes dans le sud des États-Unis en 1910, la race, ça compte beaucoup plus que la classe. Voilà. Parce que c'est ça la ségrégation raciale. Vous n'avez pas le droit de fumer une cigarette avec un noir, vous n'avez pas le droit de jouer aux échecs avec un noir, vous n'avez pas le droit de vous promener à côté de lui dans la rue. Enfin, c'est tellement prégnant qu'en effet, ça détermine la vie des gens. Complètement. Par contre, dans les années 70 aux États-Unis, peut-être que les choses sont différentes et que race et classe s'articulent autrement. Il n'y a pas de formule magique qui dirait que toujours, tout le temps, partout, c'est l'un qui prime sur l'autre, etc. Alors, je ne reviens pas sur le fait qu'ils pensent la nation ou la société dans laquelle on vit comme traversée par des contradictions. Donc non pas comme tout uniment raciste, monolithiquement raciste, mais comme une contradiction entre des traditions égalitaires et des traditions racistes inégalitaires. Donc par exemple, il y a toute une tradition française, depuis Robespierre, qui participe à l'abolition de l'esclavage, Toussaint Louverture à Saint-Domingue, dont on dit que c'est un jacobin noir. Voilà, il y a toute une tradition égalitaire, et donc la France n'est pas réductible à Vichy, etc. Et Vichy, c'est bien ça aussi, hein. Mais il y a ces deux traditions qui se font face, et ce qui permet, dans le travail de conviction militant, de s'appuyer sur la tradition glorieuse pour attaquer l'autre. Voilà. Bon, ensuite, dans cet antiracisme populaire, là, la question de l'origine du racisme devient une question très importante. Je vous ai dit tout à l'heure, dans l'autre schéma, la question du racisme, de l'origine du racisme, en fait, elle n'est pas posée. Pourquoi tu es raciste ? Parce que tu vis dans une structure raciste, c'est comme ça. Mécaniquement, ça produit des gens racistes. Là, dans le marxisme, vous avez cette espèce de tradition, le matérialisme. Voilà. C'est-à-dire que pour comprendre ce que les gens ont dans la conscience, il faut partir d'abord de ce qu'ils vivent. Voilà. L'existence sociale, la vie détermine la conscience. Voilà. Et alors, force est de constater qu'aujourd'hui, la gauche, elle n'est pas très matérialiste. Voilà. Parce que, je vais vous prendre quelques exemples d'explication du racisme aujourd'hui. Donc, par exemple, le racisme, c'est les médias. Donc je pars d'en haut pour expliquer le racisme dans la tête des gens. Je ne pars pas de ce qu'ils vivent et de leur existence, je parle de ce qu'on injecte à l'intérieur. Alors, je ne suis pas en train de dire que les médias, ça ne joue pas, que les CNews et tout ça, ça ne joue pas. Hein. Mais entre les médias ont un rôle et les médias sont tout puissants, il y a un saut. Et moi, je ne fais pas le saut. Oui, les médias jouent un rôle, mais les médias tout puissants, je ne sais pas si on peut aller jusque-là. Par exemple, en 2005... la totalité des médias, quasiment, est pour le oui. Voilà. Bon, il y en a quelques-uns qu'on aime bien, qui sont pour le non. Mais la plupart sont pour le oui au traité de Constitution européenne. Il y a bien quand même un vote contre. Donc les médias jouent, mais ils ne sont pas tout puissants. Sinon, le référendum aurait donné... ça aurait été oui. Voilà, il y avait un tel écart entre ce qu'il y avait en haut dans les médias et en bas, qu'il faut quand même relativiser un petit peu la puissance des médias, même si elle joue son rôle. Hein. Pas la peine qu'on ait de débat sur le fait est-ce que ça joue un rôle. Oui, ça joue un rôle. De la même manière, il y a eu un sondage là, récemment de Public Sénat qui montre que les Français sont à 70% pour prendre des sanctions contre Israël, malgré le traitement honteux de ce qui se passe là-bas dans les médias français. Bon, ça veut dire qu'ils n'ont pas bu bêtement la propagande médiatique et qu'il y a bien une sorte d'autonomie par rapport aux médias.
Autre manière d'expliquer le racisme par en haut, c'est le racisme, il est instillé par la bourgeoisie pour diviser les classes populaires. Donc là aussi, moi je suis d'accord avec ça. C'est un facteur de division, ça empêche la constitution du bloc populaire. C'est pour ça que c'est central cette lutte, parce que ça empêche la constitution du bloc populaire. Mais il y a une différence, et par exemple Marx est tout à fait clair là-dessus, il dit les médias, ils instrumentalisent. La presse instrumentalise le racisme qui oppose les Irlandais et les Anglais. Il ne le crée pas. Il ne crée pas la division. Voilà. Et donc, il faut se poser la question d'où vient la division. Elle n'est pas créée par la décision subjective des éditorialistes ou des propriétaires de la presse. Elle existe objectivement dans la réalité. Et eux, ils voient que ça sert leurs intérêts. Donc, ils mettent de l'huile sur le feu du matin au soir. Voilà. Enfin bref, mais je pourrais multiplier les exemples. Il y a beaucoup de schémas qui font que le racisme ne vient pas de ce que les gens... Il ne vient pas du bas et de l'existence sociale des gens. Alors du coup, Marx, en tout cas les matérialistes, se disent que les idées, elles ont une base matérielle. Elles viennent de quelque part. Et par exemple, pour l'opposition des Anglais et des Irlandais, Marx, il évoque le truc hyper classique, qui est la concurrence pour l'emploi. Voilà, donc les patrons font venir des ouvriers irlandais à Manchester pour les payer rien du tout. Donc il y a une concurrence entre ouvriers anglais. On n'embauche plus d'ouvriers anglais, on embauche des ouvriers irlandais. Donc naît d'elle-même une hostilité entre les ouvriers irlandais et les ouvriers anglais. La concurrence pour l'emploi. À d'autres endroits, à Londres, vous avez beaucoup de main-d'œuvre qui vient d'Europe de l'Est, de juifs qui viennent d'Europe de l'Est fuyant des pogroms. Sur les ateliers, c'est marqué « Ici, on n'embauche que des juifs ». C'est sûr que ça, sans travail syndical et politique, ça donne du racisme. Voilà. Et là, une fois que ce racisme est là, bien sûr, après, la presse, il va, le CNews de l'époque, il va jeter de l'huile sur le feu. Mais c'est pas... il y a bien une base objective à ça. Une autre base plus... Donc ça, typiquement, c'est les années 80 en France. C'est-à-dire que vous avez le chômage de masse qui commence à s'installer en même temps que de l'immigration. Il n'y a pas besoin qu'il y ait un lien entre les deux. Simplement, les gens se disent, voilà, c'est lui qui me pique mon travail. Et vous avez la propagande du RN qui dit 1 million d'immigrés, 1 million de chômeurs. Voilà, il s'appuie sur la concurrence pour l'emploi. Plus récemment, d'autres études... parce que, par exemple, le RN n'utilise plus trop cet argument. Mais ça va être la concurrence pour un certain nombre de biens sociaux accordés par l'État. Et ça va être la base. Il y a des populations en bas, elles sont en concurrence pour ce que donne l'État. Pas en haut. En haut, ils peuvent le racisme en haut, il a d'autres dynamiques. Mais en bas, on ferme telle maternité. Il n'y a plus de maternité par chez nous, on donne aux étrangers. Ça fait une base qui génère du racisme. Et ensuite, après, tout le monde rajoute une couche, à nouveau, les médias, etc. Donc, il y a et les politiques libérales, là-dedans, elles ont un rôle gigantesque, puisqu'elles ont organisé la rareté en bas. Mécaniquement, il va se produire de l'hostilité entre ces individus. Et d'autant plus que les organisations ouvrières et syndicales ont reflué et sont plus capables de proposer un contre-discours. Voilà. Autre point qui pourrait faire une des bases sociales, alors c'est un point un peu plus délicat, puis vous ne serez peut-être pas d'accord avec moi, puis vous me le direz, et puis c'est pas très grave. Si vous prenez une bonne partie de la littérature sociologique des années 90-2000, sur les quartiers populaires, alors on pourrait citer, vous en connaissez sans doute certains, Stéphane Beau, Michel Pialou, Olivier Masquet, Gérard Mauger, La Péronie, enfin il y en a des tonnes, Sauvadet aujourd'hui, enfin bon. Tous décrivent des situations d'extrême tension dans les quartiers populaires dans les années 90-2000. Voilà. Et ils disent d'où vient le racisme, quel est le terreau du racisme, les relations de voisinage et le quartier populaire. Alors ensuite bien sûr qu'il y a CNews, Zemmour et tout ce qu'on veut, mais ils disent là, les choses se passent pas très bien, en fait, et ça va, et le RN va capitaliser là-dessus. Alors, à chaque fois, qu'est-ce qu'ils décrivent ? Ils décrivent à peu près toujours la même chose, et dans différents endroits. Ces enquêtes, ça va être à Montbéliard, à côté des usines Peugeot, vers chez moi, comme en région parisienne, comme dans le Nord, toujours la même structure. Vous avez dans le quartier populaire une minorité de jeunes qui vont avoir des comportements de provocation violents et incivils, qui vont cristalliser toute l'attention.
Et ça va être la base d'une sorte de racisme populaire qui ensuite, évidemment, va être instrumentalisé. Alors il y a des sociologues qui, par exemple Norbert Elias, il essaie d'analyser ça, il y a ça dans plein de contextes. Y compris, Norbert Elias analyse ça en Angleterre, dans un contexte où, dans un quartier populaire, vous avez des nouveaux arrivants, mais qui sont complètement anglais, la même couleur, etc., la même religion, sauf qu'ils viennent d'une autre ville et ils ont été déplacés à cause de bombardements, donc ils arrivent dans la cité. Et vous allez avoir une minorité de jeunes, des nouveaux arrivants, parce qu'ils sont un peu moins tenus par les parents, enfin pour plein de raisons, qui vont se mettre à avoir ces comportements-là, un peu provocateurs. Et très vite, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? C'est que les nouveaux arrivants vont être tout entiers stigmatisés comme des gens incivils, qui font n'importe quoi, etc., qui ne tiennent pas leurs enfants, et vous avez quelque chose comme une forme de racisme. Alors que vous êtes entre ouvriers britanniques, même langue, même religion, blanc, enfin, c'est ça. Il y a le même genre de phénomène qui se passe. Et donc, il dit, Norbert Elias, qu'il parle de la minorité du pire. Voilà, il dit, le groupe nouvellement arrivé va secréter une sorte de minorité du pire, et la discrimination dorénavant, c'est d'être assimilé à ça. C'est plus le racisme, c'est plus le préjugé colonial, c'est d'être assimilé à ce type de comportement provoquant, etc. En langage marxiste, là aussi c'est un terme peut-être qu'on n'utilise plus, mais Marx utilisait le concept de lumpenprolétariat. Donc la question, voilà, il faudrait essayer, est-ce que ça s'utilise encore? Mais il y aurait quelque chose comme ça, le quartier populaire secrète peut-être une toute petite partie de la population qui est un lumpenprolétariat, qui peut être un adversaire du prolétariat. Voilà. Et ce genre de tension dans l'habitat, eh bien, ça va profiter au Rassemblement national. Alors pourquoi je disais que ce point il est difficile à aborder? Parce qu'aujourd'hui, en fait, quand on évoque ce genre de phénomène, de sécurité, incivilité, c'est immédiatement, enfin en tout cas très souvent associé à du racisme. C'est-à-dire, vous parlez de la sécurité ou de la tranquillité, vous êtes raciste. Alors par exemple, dans un ouvrage qui vient de sortir, d'un sociologue qui a quelque autorité à gauche, il se dit, le vote RN, est-ce que c'est un vote de classe ou un vote raciste? Alors il attaque Piketty et Picaget qui disent que c'est un vote de classe. C'est un vote de classe, c'est-à-dire, selon lui, un vote pour des revendications d'ordre économique. Voilà. Et lui dit non, c'est pas un vote de classe, c'est un vote raciste. Pourquoi? Parce que le premier déterminant du vote, c'est pas du tout le salaire, c'est la sécurité. Et là, il y a un saut. Voilà. La sécurité, c'est une préoccupation de type raciste, selon lui. Et donc c'est pour ça que ce point-là, qui explique, pour ma part, je pense, une partie du vote RN, pas tout le vote RN, mais une partie du vote RN, c'est un sujet qui, du coup, est complètement dépolitisé à gauche. Il n'est pas évoqué. Donc, qu'est-ce qui existe comme discours? Il y a la politisation d'extrême droite de ce problème. C'est un problème culturel, c'est un problème de l'islam, ils sont inférieurs, enfin tout ce qu'on veut, mais eux ont politisé un sujet et nous l'évitons. Voilà, parce que, alors, on peut comprendre qu'on l'évite. Par exemple, aux États-Unis, vous avez un grand sociologue afro-américain qui s'appelle William Julius Wilson. Dans les années 80, il se passe déjà la même chose. Il dit, évidemment, les républicains tirent à longueur de journée sur le ghetto. Le ghetto, ils sont tous complètement inadaptés, etc. Quelle est la réaction des démocrates? Eh bien, on va montrer que le ghetto, c'est super. Contre le discours qui dit que le ghetto, c'est l'enfer, il y a une tendance à dire, alors non pas que c'est le paradis, mais à enjoliver et du coup à taire les problèmes du quartier. Parce que ce serait... Voilà, en face, ils le font, alors si on le fait aussi, finalement, on leur donne du grain à moudre. Donc on va taire ça. Alors que lui, par exemple, en tant que sociologue du ghetto, il voit bien qu'en fait, le ghetto, ça produit des dégâts sur les gens. Si le ghetto, c'était super, pourquoi est-ce qu'on voudrait supprimer les ghettos? Pourquoi est-ce qu'on voudrait en sortir? C'est bien parce que ça détruit des vies. Voilà. Et parmi un des effets, un des symptômes de destruction, c'est peut-être de produire des individus violents, etc. Voilà. Alors, pourquoi c'est pas une revendication c'est une revendication qui peut être instrumentalisée, Ok, d'accord, de manière raciste. Mais pourquoi c'est pas une revendication raciste? J'ai regardé, par exemple, les rapports de l'Agence nationale de la cohésion du territoire, qui fait une sorte de questionnaire dans tous les quartiers prioritaires de France. Voilà, depuis, je ne sais pas moi, depuis au moins 20 ans. Voilà, tous les ans, il y a un rapport. Et il pose la question, quelles sont vos priorités? Priorité numéro 1, la sécurité.
Voilà. Et ceux qui témoignent de ce problème sont des gens qui sont eux-mêmes, par ailleurs, victimes du racisme. C'est eux-mêmes qui disent que, parce qu'ils vivent au mieux, enfin c'est assez facile à comprendre, hein, ils disent deux choses, ils disent tout le temps incivilité et deux, trafic. Ils vivent au milieu. Dire, comment est-ce que... Dans ma ville à Besançon, par exemple, on est passé premier en termes de nombre de balles tirées par habitant devant Marseille. Voilà. Bon, ils vivent là. Et quand on fait des actions militantes dans ces quartiers-là, nous, on est sur le pouvoir d'achat, ils nous parlent de ça. Et alors, ils mettent le mot sécurité, parce que c'est le mot qui passe, mais c'est plein de choses. C'est des mères qui ont peur que leur enfant rentre dans le trafic pour être guetteur, par exemple, parce qu'elle n'a pas de sous pour lui payer des baskets. Donc, plein de choses qui font que ça occupe bien les consciences, et c'est pas, il n'y a pas un gramme de racisme là-dedans. Enfin, alors, il y en a d'autres qui, par contre, vont utiliser ça pour diffuser leur discours raciste. Voilà. De la même manière, le vote RN a explosé dans les Outre-mer, là aussi avec la question de la sécurité. Voilà. Donc, tout ça pour dire que, simplement, je pense que ça, c'est une question complexe, la sécurité, avec dedans du racisme, des instrumentalisations, mais pas que. Et pourquoi ça me semble important d'avoir ce genre de réflexion en tête? Parce que du coup, on peut faire un travail de conviction. C'est-à-dire qu'on peut essayer de proposer des interprétations de l'incivilité ou du trafic de gauche, voilà, qui ne soient pas racialisantes, qui ne renvoient pas aux cultures des gens, à leur religion, etc. À la place du désert interprétatif d'aujourd'hui, où c'est simplement les lectures raciales qui prolifèrent. Voilà. Donc voilà, c'est ça, moi, qui me semble important, c'est que si l'objectif, c'est un bloc populaire, ça veut dire qu'il va falloir discuter pour réconcilier, en fait, les deux fractions des classes populaires qui, les uns votent à gauche, en gros, ou s'abstiennent, les autres votent à droite, à l'extrême droite. Donc ça, quelle base de discussion on aura avec eux? Soit on dit, vous êtes des racistes et puis c'est terminé. Et s'ils le sont tous, alors c'est terminé, il n'y aura pas de bloc populaire. Hein. Ou alors on fait le pari que là-dedans, il y en a une partie, il n'y a pas besoin qu'ils le soient tous, hein, mais il y a une partie qui sont là-bas parce que faute de discours alternatifs. C'est une sorte de pari. Mais encore une fois, s'ils sont tous racistes, alors c'est terminé. Hein. Il n'y a pas de bloc populaire, et moi je ne sais pas quelle stratégie on invente, je ne sais pas comment on est de gauche dans cette perspective. Voilà. Bon. Or, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui si on veut réconcilier? Le problème, c'est pour ça que la situation, elle est extrêmement difficile. C'est Marx, dans un texte qu'il écrit pour l'Association internationale des travailleurs, il parle d'un intérêt général de classe. Donc il dit, les classes populaires, elles sont fractionnées, divisées, ils n'ont pas le même statut, pas les mêmes branches, etc. Et nous, mouvement ouvrier, on ne doit pas prendre le parti d'une branche ou d'une corporation ouvrière. On a l'intérêt général de la classe. Eh bien, il y a quelque chose comme ça qui manque aujourd'hui, j'ai l'impression. C'est-à-dire qu'on a la fraction blanche, entre guillemets, j'aime pas dire des choses comme ça, mais des classes populaires qui va être squattée par le RN. On prend parti pour vous contre vos adversaires, qui est l'autre fraction des classes populaires qui vient des quartiers populaires. Ce sont vos ennemis. Et une sorte de division du travail. Et la gauche, elle, prend le point de vue des quartiers populaires en disant les autres là-bas, ils sont peut-être un peu racistes en fait, ou complètement racistes. Et du coup, personne n'incarne le point de vue de l'intérêt général de la classe, qui est du coup complètement divisé. Et donc, une perspective, à mon avis, intéressante, on ne doit pas être les défenseurs, quoi qu'ils disent et quoi qu'ils fassent, des quartiers populaires, ni les défenseurs, quoi qu'ils disent et quoi qu'ils fassent, de la France périphérique. Bon, tout ça, on sait très bien, c'est un peu affiné, hein, ces termes-là. On doit se placer du point de vue de l'intérêt général de la classe et s'adresser à ces gens de cette manière, en leur disant, mais là, votre division... pour ces raisons-là, toi, tu as tort d'assimiler tous les gens du quartier populaire à des délinquants, et la preuve, c'est eux qui en souffrent les premiers, des délinquants. Voilà. Donc oui, eux aussi souffrent des problèmes d'insécurité. Ils ont quelque chose de commun avec toi. Ils ont le même problème que toi. Voilà. Donc vous avez peut-être une perspective commune à travailler.
Voilà, enfin, c'est cette idée d'intérêt général de la classe, et qui, en règle générale, voilà, ça veut dire qu'il faut aller insister en permanence sur le commun, ce que ces groupes ont en commun, un commun de classe sociale, pourquoi pas aussi un commun national, hein, après tout, nous avons tous la même nationalité, et toutes ces choses-là sont peut-être à travailler pour... voilà, un peu à l'encontre de certains discours antiracistes qui ont tendance plutôt à séparer en permanence ces deux groupes-là. Voilà, et pour juste terminer, puis après, quand je dis un commun de classe, insister là-dessus, mais peut-être aussi un commun national, hein, j'insiste là-dessus, la nation, ça a toujours été dans l'histoire de la gauche un levier de mobilisation, hein, contre la bourgeoisie qui trahit la nation. Ça a toujours été quelque chose. Alors, pourquoi est-ce qu'on a nationalisé Renault? C'est pas à cause de l'exploitation capitaliste, hein, c'est parce qu'il a trahi la France. C'est un levier, hein. Alors bien sûr, c'est complètement squatté par l'extrême droite, mais c'est quand même un levier qui me semble intéressant. Et quand je pars, donc je reviens une seconde sur common class, il y a tendance à gauche aujourd'hui à tenir le discours de classe, c'est des mesures quantitatives. Le SMIC a mis 600 €, la retraite 64, 62, 60, enfin des mesures quantitatives, alors que souvent, dans les classes populaires historiquement, c'était toujours quelque chose qui renvoyait à la dignité, ou à une espèce d'utopie ou de rêve. C'est ça qui fait que les gens se sont mobilisés. Et pas des questions purement comptables, savoir si le SMIC... Je méprise pas, hein, les revendications matérielles, mais c'était souvent beaucoup plus que ça qui faisait qu'on se mobilisait. Et derrière la question du salaire, souvent il y a la question de la dignité. On me paye comme un chien. En fait, c'est pas tellement la somme, c'est que derrière cette somme, ça veut dire on me prend pour un chien. Et moi, j'ai pas envie qu'on... Et c'est ça qui fait qu'on se mobilise. Et souvent, on aborde la question de la classe en faisant un truc complètement économique au sens hyper étroit. C'est Lénine qui disait ça en 1902 dans... Vous m'excuserez de citer Lénine, mais en 1902 dans Que faire, il disait il faut distinguer le tribun populaire du leader syndical. Et il disait ça sans mépris. Mais le leader syndical, c'est celui qui va regarder la fiche de paye de près, alors que le tribun populaire, c'est celui qui va donner du souffle. Voilà, une sorte de rêve, voilà, et il faut, parler classe sociale, c'est ça. C'est pas dire plus ou moins 2 ans, c'est pas que ça. Ouais, c'est pas que ça. Donc voilà, je ne sais pas si j'étais assez clair dans présenter ces trois antiracismes, mais si vous voulez, on peut s'arrêter là, puis je réponds à des questions, quoi. Voilà. C'est des questions qui vont justement venir et qui vont... Voilà. J'ai tenu assez longtemps. Il y a déjà une main qui se lève là-bas, je vois. Donc, on donne la parole à la salle. On commence par... Oui, bonjour. Bon, alors, moi, il y a quand même quelque chose qui m'interroge. La chose qui m'interroge est la suivante, c'est que comment peut-on parler de racisme sans parler de rapport Nord-Sud et sans parler notamment de capitalisme extractiviste? C'est-à-dire que on parle d'antiracisme, d'accord, mais le racisme, c'est quoi? C'est d'abord une idéologie économique. Tous les intellectuels noirs antiracistes l'ont très bien élaboré et expliquent parfaitement bien que le racisme, ça a été d'abord conçu par les colonialistes des XVIIe, XVIIIe siècles et après, et qui persistent encore aujourd'hui. Le Front National est le descendant direct des partis coloniaux en Algérie et de ce qu'il y avait avant. Donc, pour moi, le mouvement social, le mouvement ouvrier, doit d'abord dire ça, pour moi. C'est-à-dire que moi, je trouve inconcevable qu'on parle d'antiracisme entre blancs. Dans les années 80, c'était très difficile d'avoir des concitoyens d'origine décolonisée, on va dire, parce que leurs parents ayant souffert le martyre pendant la colonisation, ils avaient tous été conditionnés dans le truc de dire « tu ne te fais pas remarquer » parce que les gens étaient terrorisés. Maintenant, on a des nouvelles générations qui nous expliquent quand même des trucs qui sont très clairs. Et je pense que maintenant, il faut les entendre. Et il faut que nous, on se déconstruise un petit peu, comme disent les jeunes. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on nous parle d'immigration, quand on nous parle de tout ça, justement, à longueur de temps, dans l'intoxication médiatique, les dirigeants de la gauche, justement, et de classe, ne parlent jamais de pillage, de pourquoi les gens migrent, et des raisons strictement économiques qui font qu'il y a des gens qui migrent.
Donc, il y a ça. Et donc, ce que je veux dire, c'est que pour moi, c'est indissociable et la gauche ne fait pas son travail là-dessus. C'est-à-dire que peut-être que nous aurions un peu plus de militants racisés, entre guillemets, et de militanteux, parce qu'il y a les conditions spécifiques aussi des femmes racisées qui n'arrêtent pas de parler, les féministes racisées, de féminisme intersectionnel, elles ont raison. C'est-à-dire qu'elles sont souvent laissées sur le côté et les féministes blanches n'arrivent pas à intégrer leur lutte, ce qui est un problème. Donc, je pense que là, maintenant, il faut qu'on se remue les méninges et qu'on dise à nos dirigeants, quand on vous parle d'immigration, parlez de pillage. On a eu il n'y a pas longtemps, les copains du temps des cerises ont fait des conférences magnifiques aussi sur le pillage au Congo, sur le colonialisme en Kanaki. Enfin bon, on est une civilisation coloniale. Et quand on parle de post-colonialisme, c'est parce qu'on est encore imprégné complètement de ça. Et tous les militants racisés le disent. Ils ont raison et elles ont raison. Donc je ne veux pas être trop longue, mais c'est parce que je voudrais essayer d'être claire. Je pense que maintenant, on ne peut pas échapper à ces questions-là. C'est pas possible. Il faut sortir de ce truc et il faut que nos dirigeants disent pas d'immigration, alors pas de pillage. Et tous les jeunes habitants maintenant des quartiers populaires, même si c'est pas des... Il y a des intellectuels qui sont issus de ces quartiers-là maintenant, mais y compris tous, de par leurs parents, leurs grands-parents, savent de quoi je parle. Mais nous, les prolos français, blancs, on va dire... Et ce que je veux dire sur le vote aussi d'extrême droite, c'est souvent en zone rurale. Hein. En ville, même si les gens souffrent d'insécurité dans certaines parties, dans certains quartiers, on a l'habitude du cosmopolitisme et on vote beaucoup moins Front National. Piketty et Cagé l'ont prouvé. Hein. Florian, tu prends une ou deux réactions ou au coup par coup? Alors, bonsoir et merci beaucoup pour votre exposé qui est très riche. On a appris beaucoup de choses. Moi, je veux continuer ma première question sur ma collègue, en fin de compte, parce que vous avez posé une très bonne question. Si on a une analyse matérialiste, il faut savoir l'origine des choses. Et pour moi, je trouve que l'origine de racisme, ça, c'est bien avant le colonialisme ou la mentalité colonialisme. C'est une lutte de classe, c'est une lutte contre l'esclave et l'homme libre. Si on fait vraiment des analyses historiques, peut-être que j'ai pas bien analysé, mais voilà. Et je reviens sur une autre idée que vous avez évoquée sur que la gauche n'a pas une bonne analyse et qu'il accuse souvent la superstructure, les médias, voilà. Moi, je trouve que les idées, comme on sait dans le marxisme, il devient aussi une force matérielle. Donc, qu'il y a une dialectique entre les deux. Donc, et on sait bien que la doctrine dominante de la classe dominante, qu'elle est utilisée d'une manière différente pour mettre en avance leurs idées racistes pour diviser les classes et qu'il n'y aura pas une union populaire pour avancer vers une société émancipée humaine. Je veux revenir aussi sur la sécurité. En fin de compte, moi je trouve que c'est de la mauvaise foi les gens qui parlent de la sécurité parce qu'ils ne rapportent jamais des réponses. La réponse, ce n'est pas la police et les prisons. La réponse, c'est l'éducation, c'est voir les mamans seules qui s'occupent de leurs enfants. La réponse, c'est de diminuer des heures de travail pour que les parents ils peuvent s'occuper mieux de leurs enfants, de leur donner les moyens pour accompagner leurs enfants, de donner des structures culturelles dans ces quartiers isolés et méprisés par un mépris de classe pour avancer même l'ensemble de la société. Je crois que j'ai oublié quelques questions, mais... Juste une petite remarque. S'il vous plaît, essayez de faire des interventions relativement courtes pour permettre à tous ceux qui veulent poser des questions de bien les poser. On prend une troisième. Oui, alors je vais essayer de faire bref, mais je promets rien.
Merci Florian pour ton intervention très riche, comme à chaque fois. Alors juste, je fais une petite aparté quand même. Le RN a fait 35% législative à Clermont-Ferrand. Il n'y a aucun endroit aujourd'hui en France qui échappe à la montée en puissance du RN. Je pense que maintenant il faut que ça soit quand même assez admis pour tout le monde. Moi, effectivement, je partage ton scepticisme à l'égard de certaines grilles d'analyse. Je voudrais juste apporter mon petit grain de sable et ensuite je poserai une question à la fin. Moi, je ne suis pas philosophe comme toi de formation, je suis historien et moi, ce qui me pose le problème avec les grilles d'analyse de plus en plus prégnantes dans le combat antiraciste, en tout cas une partie du combat antiraciste actuellement en France, c'est effectivement cette perspective dite décoloniale qui construit des grilles d'analyse dont l'idée est d'avoir un prisme racial, qui est un prisme prépondérant, pour ne pas dire le prisme principal d'analyse qu'on doit avoir pour s'interroger autour du racisme et de son dépassement. Au-delà du fait que, évidemment, faire de la notion de race une notion pertinente d'analyse, avec tout ce que ça charrie historiquement, quand même conceptuellement, sans vouloir jouer les sémiologues, ça interroge quand même. Ce qui est intéressant de voir dans ces travaux, que moi aussi j'ai lu, alors toi tu as surtout lu des auteurs nord-américains, moi j'ai plutôt lu des auteurs européens là-dessus, à la sueur de mon front, hein, je dois bien l'admettre, c'est qu'ils mobilisent des catégories qu'ils présentent comme étant des catégories historiques, qui ont des siècles, voire peut-être au moins un millénaire d'existence, sans jamais les définir. C'est-à-dire que je vous mets au défi, dans un ouvrage décolonial, d'avoir un auteur qui vous présente, en vous expliquant clairement, socialement, c'est quoi les blancs, c'est quoi, et c'est quoi les non-blancs, comment ça se construit, comment ça se situe socialement, etc., etc. Ce sont toujours des catégories abstraites, démontrons d'ailleurs par là que la race a toujours été une notion essentialisante, soit dit en passant. Mais c'est toujours des catégories abstraites, dont l'antagonisme est toujours effectivement déterminé et quasiment présenté comme indépassable. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils prennent des éléments historiques qui les arrangent et niant l'essentiel, justement, des luttes et des perspectives antiracistes les plus globales qui ont été faites, notamment, tu l'as dit au début, l'anticolonialisme. Moi, j'ai lu récemment un article sur la question de la blanchisation des Irlandais aux États-Unis. Cet article reprenait des événements qui ont historiquement eu lieu. Effectivement, dans les années 1850, aux États-Unis, en pleine guerre de sécession, les immigrés irlandais, pour pouvoir immigrer aux États-Unis, étaient acceptés à condition qu'ils rentrent dans l'armée des Confédérés, pour lutter contre les armées du Sud. Dans l'armée fédérale contre l'armée des Confédérés, excusez-moi. Ça finit par poser problème parce que, comme l'extension du conflit et de la conscription, les Irlandais ont fini par se révoler. Ça y a des émeutes à New York et ils s'en sont pris à des Noirs comme étant à l'origine d'ailleurs de ce conflit. Et cet article explique que c'est l'origine du fait que les Irlandais sont finalement des Blancs. C'est-à-dire que vous voyez que ce genre de catégorie-là, pour expliquer un phénomène social de comment des catégories populaires finissent par se diviser et s'entretuer, prend des catégories qui finissent par ne rien expliquer, on n'y comprend plus rien. Les Irlandais sont blancs, puis ils sont pas blancs, puis ils reviennent blancs, puis on n'y comprend plus rien. Par ailleurs, moi je suis historien de la guerre d'Algérie, j'attends toujours, c'est toujours un événement d'ailleurs qui est squeezé par les décoloniaux, et je trouve ça d'ailleurs en France assez rigolo qu'ils l'oublient tout le temps. J'aimerais qu'on m'explique d'ailleurs comment on a une lecture raciale de la guerre d'Algérie. Vraiment, moi j'attends de voir ça. J'ai hâte qu'on m'explique comment, je sais pas, Fernand Yveton ou Henri Allègre sont des blancs et que du coup ils ont été du côté des oppresseurs. Ce sera très amusant, je pense, à étudier. Je veux revenir sur un dernier point, je suis désolé, je suis un peu long, sur comment cette grille d'analyse aussi finit par avoir des concurrences entre certains phénomènes racistes. Moi, très dernièrement, ça fait donc, comme vous le savez maintenant, 1 an et demi qu'il y a un conflit donc, en Palestine avec l'évolution qu'on connaît, qui est effectivement cette évolution génocidaire absolument déplorable. Et de plus en plus, du coup, on va mettre en concurrence des enjeux antiracistes entre eux. Récemment, vient de paraître un ouvrage dont la FPS du Puy-de-Dôme s'est cru bon de faire la promotion, qui s'appelle « L'antisémitisme et ses instrumentalisations ». Non mais c'est intéressant quand même. C'est-à-dire que l'antisémitisme, qui est l'une des premières causes, l'un des racismes en France qui a été longtemps le plus prégnant et qui a mobilisé énormément de forces progressistes à réfléchir d'ailleurs sur ce qu'est le racisme, devient aujourd'hui un objet d'instrumentalisation. Imaginez un ouvrage qui dirait « Le racisme et ses instrumentalisations ». On dirait « Mais ça c'est un ouvrage de Finkielkraut ». Ou « L'homophobie et ses instrumentalisations ». C'est quand même terrifiant de voir qu'aujourd'hui, au-delà de la question même de l'unité des catégories populaires, même l'unité dans la lutte
pour les racismes en généralité devient de moins en moins possible à cause de cette grille d'analyse-là. Et moi, personnellement, ça m'interroge beaucoup. Pascal Bruckner a fait paraître un article qui s'intitulait L'antiracisme, l'apanage des dictatures. Le nouvel antiracisme, l'apanage des dictatures. C'était dans les années 2010. Bon, on va laisser Florian répondre. Il a déjà beaucoup de questions. Autre chose. Oui, donc je suis d'accord avec ce que vous disiez sur la dialectique des idées. Hein. Je nie pas du tout que les idées jouent un rôle, hein, mais je déplore le fait que c'est une histoire de où est-ce qu'on met le centre de gravité, et souvent on donne énormément de poids aux idées, peut-être plus on leur donne peut-être plus de poids qu'elles en ont réellement, mais je suis bien d'accord sur le fait que les idées, sinon d'ailleurs je n'écrirai pas et pour la lutte idéologique, enfin, ça me semble tout à fait en effet, hein, il n'y a pas de... je suis d'accord aussi sur le fait que c'est un énorme instrument de division, hein, bien sûr. Après, en termes de travail militant, moi je ne sépare jamais trop les deux. En termes de travail militant, ça implique aller m'adresser aux gens en leur disant bah, vous êtes idiots. Voilà, c'est-à-dire que je vais leur dire bah, vous êtes fait berner par... Et donc c'est mal engager la discussion. Voilà, donc je sais bien que c'est un instrument de division terrible qui nous rend impuissants, mais il faut quand même qu'on trouve un moyen de pouvoir engager une discussion. Et du coup, ça me semble important d'avoir d'autres voies d'entrée pour discuter de ces sujets. Et puis d'accord sur le fait que la sécurité, bien souvent, c'est une pure question hypocrite, hein, mais pas, encore une fois, regardez les rapports de l'Agence nationale de la cohésion du territoire ou les rapports aussi de la Fédération française des centres sociaux qui travaillent dans les quartiers, ils disent pareil, hein, c'est la même chose. Hein, vous avez vraiment c'est une préoccupation des gens, des premiers concernés. Pour ce qui est de votre remarque, d'abord sur un petit détail, parce que c'est un point que j'avais explicitement abordé, quand vous me dites tous les militants racisés le disent, hein, moi j'ai construit mon intervention là-dessus. C'est-à-dire ça c'est faux. C'est-à-dire que de même que tous les militants afro-américains ne disent pas quelque chose. Et moi je trouve qu'il y a enfin, on sait très bien, regardez les nombres de chapelles à gauche, on se tape dessus sans arrêt, où est l'unanimité, etc. Non, je crois qu'il y a des débats et qu'ils ne sont pas d'accord et que quand on me dit les Afro-Américains pensent tous on veut me faire adopter, on veut faire passer en force une idée. Voilà, et moi je pense qu'ils ne sont pas d'accord et je suis prêt à entendre les arguments de tout le monde, hein, il n'y a aucun problème. Des choses très générales que sans doute, comme lutter contre le racisme. Mais quand on passe aux stratégies, à mon avis, c'est bon. En tout cas, les Black Panthers et puis d'autres organisations, ils se sont tirés dessus au pistolet. Il y a eu des morts. Enfin, c'est vous dire le consensus. Alors, pour ce qui est je suis d'accord hein, sur les origines du racisme, le pillage impérialiste. Alors, à une petite nuance près, parce qu'il y a quand même un certain nombre de travaux, par exemple, Schaub et Sébastiani, qui ont sorti un énorme livre qui s'appelle « Race et histoire dans les sociétés occidentales », montrent qu'il y a un processus de racialisation des Juifs avant la traite. De vraie racialisation, pas de judéophobie religieuse. C'est en Espagne des statuts de pureté de sang où, dorénavant, vous étiez juif, vous vous convertissiez pour ne plus être discriminé. Dorénavant, non, maintenant, t'es quand même un juif, même si t'es converti, un truc complètement bizarre. Hein, parce qu'en fait, c'est dans le sang qu'on est juif. Donc ça, c'est avant la traite. De la même manière, vous avez Claude Meilhassou qui travaille sur l'Afrique précoloniale. Vous avez des formes de naturalisation de l'esclavage qui conduisent à dire ce sont des animaux et c'est parce que ce sont des animaux qu'on les met en esclavage. Ça existe. Alors après, vous avez la traite qui va généraliser ça et faire ça à grande échelle, mais c'est pas réductible. C'est des choses qui apparaissent ailleurs. Au Japon aussi, hein, vous avez un groupe interne au Japon qui s'appelle les Burakamine, qui sont racialisés véritablement. Et ça existe encore. Et c'est depuis un millénaire. Hein, ça existe. Ailleurs qu'en Europe, pas toujours connecté avec le capitalisme. Là, en l'occurrence, les exemples que je vous donne ne sont pas connectés avec le capitalisme. Le capitalisme, il va accélérer. Hein, c'est Fernand Braudel qui dit que le capitalisme, c'est le visiteur du soir. Il vient s'emparer de choses qui existent déjà, et puis il va les accélérer, les universaliser, mais il n'y crée pas. Hein. Et ensuite, ça, c'est les origines du racisme. Mais entre la colonisation et aujourd'hui, il y a des états. C'est pour ça que j'ai insisté sur la question, la référence à Marx, à l'immigration. Bien sûr que c'est une question économique, l'immigration, mais c'est pas
une autre base matérielle du racisme que le racisme colonial pour justifier la... C'est pas la même chose, par exemple. Le préjugé raciste colonial, c'est un préjugé du lointain. C'est pas le type me pique mon emploi. Ça, c'est le racisme post-migration. C'est pas le racisme colonial. Non, mais mais on est d'accord. Mais il y a plusieurs bases matérielles du racisme, et je pense que raisonner systématiquement sur la base matérielle antérieure, qui joue, puis il y a des héritages, etc., en occultant la base matérielle d'aujourd'hui, alors que quand on écoute les gens, ils vont dire, les Arabes, ils les alloquent, gna gna gna. Mais c'est pas du tout un racisme colonial. Vous n'avez pas du tout un racisme colonial sur les allocations familiales, c'est une évidence. Voilà. Et donc on revient à la question, et du coup je vais m'adresser à eux en disant, mais écoutez, vous êtes des idiots qui mangez les bêtises, et donc je ne peux pas vous, voilà, la discussion va s'arrêter là. Bon. Voilà. Ah mais ça je suis d'accord. Pour moi le bloc populaire c'est simplement une unité relative. Il y aura toujours des classes populaires de droite, sauf que il y a une époque où elles étaient quand même sacrément plus à gauche qu'à droite. Voilà. Et là aujourd'hui, bon. En ce qui concerne l'intersectionnalité. Alors pour les gens qui peut-être, je sais pas où vous en êtes, mais c'est l'idée qu'il y aurait plusieurs axes de domination. On peut être dominé comme noir, comme ouvrier, comme femme, etc. Et on peut subir plusieurs discriminations qui se cumulent. Donc comme femme noire, davantage discriminée ou pas, peut-être que bon. Alors, c'est une idée, moi, qui je trouve intéressante. Par contre, ce que je ne comprends pas, c'est qu'en fait, donc c'est 1989. L'apparition de ce terme dans un article de Kimberlé Crenshaw. 1989, voilà. 1949, vous avez une militante afro-américaine communiste, Parti communiste américain, qui s'appelle Claudia Jones, qui écrit un super article qui dit on doit nous regarder comme travailleuses, comme noires, comme femmes. Elle dit pas intersectionnalité. Les gens qui parlent de l'intersectionnalité ne parlent jamais de cette femme. Question. Pourquoi ? Si ça se fait simplement de dire, être intersectionnel, c'est dire que les choses sont compliquées, que l'homme ne vit pas la même chose que la femme. Au passage, Lénine, intersectionnel, il dit double oppression, au foyer, à l'usine. Lénine est-il intersectionnel ? Aucun intersectionnel ne le dit. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est pas simplement, il faut regarder les choses dans leur complexité, c'est que l'intersectionnalité, celle qui la théorise, Kimberlé Crenshaw, allez lire ses articles, elle dit... c'est un instrument pour organiser la communauté noire. Vous irez lire. Organiser la communauté noire. Et qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit, dans les années 70, le militantisme afro-américain a laissé de côté les homosexuels et les femmes. Maintenant, il faut qu'on les intègre. Mais organiser la communauté noire. Bon, à côté de ça, Claudia Jones, marxiste, elle ne veut pas organiser la communauté noire. Bobby Seale des Black Panthers ne veut pas organiser la communauté noire. Il dit, moi, le capitalisme noir, j'en veux pas. La bourgeoisie noire, j'en veux pas. Il veut organiser les classes populaires américaines. Donc, il n'est pas intersectionnel et il n'est pas dans la généalogie, mais bon, des intersectionnels. Bon, c'est un débat un peu technique, mais encore une fois, cette idée de prendre en compte la complexité, mais tout le monde est d'accord. Oui, c'est important de voir qu'une femme ouvrière, vous prenez tous les congrès de la Deuxième Internationale, ils font des journées entières sur les revendications spécifiques aux femmes, le congé maternité. Quand on dit congé maternité, c'est donc on dit que l'ouvrière n'est pas l'ouvrier. Donc c'est une banalité, en fait. Les grévistes de étaient des féministes intersectionnelles parce qu'elles étaient... C'est vous qui le dites. C'est vous qui le dites. Oui, mais Claudia Jones aurait dit ça. Oui, c'est vrai. Oui. Mais non, mais je suis entièrement d'accord, sauf que Claudia Jones aurait supporté les dames des hôtels Ibis sans dire intersectionnel, parce qu'il n'y avait pas besoin. Elle le dit. Bon, on va essayer. Oui, voilà, j'ai fait pour être tout. Pour l'instant, donc on peut passer à une autre question. Oui. Moi, je voulais te remercier de ton intervention. Alors, j'ai lu ton bouquin. Et j'ai lu ça en me disant, enfin, quelqu'un qui dit des choses là-dessus et qui va contre ces évidences. Alors, ça peut être simple d'aller contre des évidences en même temps. Mais
je trouve que dans ton bouquin, sur cet antiracisme politique ou décolonial, tu prends la thèse au sérieux. C'est ça qui m'a plu. Tu prends la thèse au sérieux, tu vois jusqu'où on peut la suivre, et tu en fais la critique. Ça me semble une démarche intellectuelle que j'aurais eu envie de vivre à l'intérieur de mon organisation syndicale, mais comme tu le dis, ces débats-là sont très très durs, et ça n'est pas des débats. On est immédiatement dans l'autre est un ennemi. Donc, pour toute une partie de ma fédération syndicale, qui s'appelle Sud Éducation, je suis un ennemi. Et alors, je voulais t'interroger sur le pourquoi de cette chose, sur le lien, c'est que dans ce que tu montres comme impasse, il me semble qu'il y a un point aveugle, c'est le dommage collatéral que constitue la laïcité. La laïcité me semble crime absolu aujourd'hui, et tu n'en parles pas. Alors je voulais savoir pourquoi. Un deuxième. Bonsoir. Je vais être rapide. D'abord, 2 petits points où je me trompe peut-être, mais les historiens qui sont là me corrigeront. Vous avez dit tout à l'heure qu'il est aberrant que les juifs soient juifs par le sang. Ce n'est pas ça, la doctrine de la pureté du sang. La doctrine de la pureté du sang dit que le peuple juif, dans son ensemble, porte le sang du Christ. Et que cette tare, il l'a pour l'éternité, et il paiera pour l'éternité. Donc ce n'est pas le sang du juif qui est pur. Ce n'est pas du tout ça. Et le deuxième point, là je me trompe peut-être aussi, vous avez mentionné Roosevelt. Si je me souviens bien de mes cours d'histoire, il me semble que peu de présidents américains ont fait autant pour la ségrégation que Roosevelt. Il y a eu le New Deal, mais rappelez-vous qu'à l'époque du New Deal, tout le Sud ségrégationniste était démocrate. Et sans les démocrates du Sud, le New Deal ne passait pas. L'accord entre Roosevelt et les démocrates du Sud a été « on vote pour toi, mais tu nous laisses le Sud et on gère le Sud et les Noirs du Sud comme on l'entend ». Donc voilà, ça sont les 2 points. Le reste, c'est 3 petites anecdotes qui font que, je vais être très rapide, c'est une anecdote courte, je me demande s'il n'y a pas des choses concernant le racisme qui échappent à l'analyse marxiste. Il y a une forme de raciste qui a à défaut d'autre chose et sans connotation, je vais appeler le racisme naturel. Et je vous en donne simplement 3 exemples. Prenons l'Amérique du Nord. Tous ceux qui ont mon âge, dans leur enfance, ont peut-être pris des Esquimaux au cinéma. Les Esquimaux, maintenant, c'est interdit. Ça n'existe plus, les Esquimaux. Ce sont les Inuits, pour la raison très simple, c'est qu'il y avait ce qu'on appellerait, nous, un racisme très fort entre les Inuits et les tribus, les nations amérindiennes qui étaient plus au sud. Esquimau est un mot du genre Youpin, Boche, c'est un peu comme ça. L'autre anecdote est beaucoup plus récente. Un de mes amis a travaillé longtemps au Japon, où il a épousé une Coréenne, et finalement ils sont partis pour se réinstaller en Occident. Pourquoi ? Parce qu'il y a ce que nous, on appelle ce racisme très fort, asiatique, des Japonais envers les Coréens, qui lui aussi est historique. Et le 3e point, là, est peut-être un peu plus personnel. Je me souviens donc de quartiers très homogènes, peuplés essentiellement par des gens qui eux-mêmes avaient été victimes du racisme. Certains membres de leur famille, en tout cas, parce qu'eux étaient encore là, y avaient péri. Ces quartiers étaient extrêmement homogènes, et je me souviens que lorsque le premier noir, qui était pourtant un médecin, s'est installé dans ce quartier, ça a été la panique absolue. Et certaines de ces personnes blanches, donc, étaient elles-mêmes, dans leur enfance, dans leur jeunesse,
au risque de leur vie marxiste. Elles venaient d'Europe centrale. Donc ces trois anecdotes, sans en dire plus, semblent montrer qu'il y a quelque chose qui échappe à l'analyse marxiste, qui fort probablement va très bien au genre de racisme dont on a parlé jusqu'à présent, le colonialisme. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Oui, alors, je suis entièrement d'accord avec ce que vous venez de dire. Après, il y a des petites distinctions. C'est mon travers de philosophe, mais c'est vrai qu'il y a une distinction un peu classique dans ces sujets entre ethnocentrisme et puis racisme, ou xénophobie et racisme, si on veut. Et que si on prend xénophobie ou ethnocentrisme, alors vous avez des gens comme Lévi-Strauss qui disent que c'est la chose du monde la mieux partagée, que lui, quand il analyse des tribus amazoniennes dans les années 40, il déteste l'étranger, en fait. Donc ça, et ça, en effet, je pense que c'est pas connecté à la logique de classe, c'est constitutif des groupes, peut-être. Voilà. Mais en même temps, et donc vous avez ça partout, sous toutes les latitudes, en Australie, des choses horribles qui se disent. Et puis on tombe vite sur, on revient toujours aux mêmes histoires. Ils ont des trop grands sexes, ce sont des animaux, enfin tous ces trucs-là qui reviennent. Mais il y a l'idée que le racisme, ce serait, l'ethnocentrisme, ça reste la frontière, la barrière entre les groupes, elle reste poreuse. Il y a l'idée qu'en fait on peut vite s'intégrer à l'autre groupe. On est étranger, mais on peut vite venir à l'intérieur. Et en tout cas, les marxistes disent que le racisme, c'est plutôt ce qui est apparu avec la traite, où là, il y avait vraiment une barrière rigide. Et que racisme, ce serait plutôt réservé à ce moment de la traite et à l'esclavage, où on interdit le mariage, on interdit de fumer une cigarette ensemble. Voilà, ce genre de choses beaucoup plus radicales. Voilà, donc je suis d'accord avec vous. L'ethnocentrisme comme peut-être un peu loi des groupes sociaux qui se méfient de ce qui est étranger. Et après, la logique capitaliste, elle a sans doute amené quelque chose qui a radicalisé. Et du coup, ce serait intéressant de voir ce qu'il en reste aujourd'hui, parce qu'on n'est plus dans le racisme, par exemple, des États du Sud, avec, par exemple, l'interdiction du mariage, ce genre de choses. Et donc, est-ce que ça veut dire qu'on revient à un ethnocentrisme ou pas? Voilà, il y aurait toutes ces questions. Mais je suis d'accord qu'il y a peut-être quelque chose qui... C'est un sociologue qui s'appelle Bernard Lahire qui fait un ouvrage là récent qui dit voilà, le eux et nous, c'est la loi des groupes. Voilà, et il faut, c'est comme ça, il n'y a ni à pleurer ni à rire, c'est la loi des groupes et c'est pas du fatalisme. Il faut qu'on sache comment faire en sorte qu'on puisse vivre ensemble malgré cette espèce de loi, eux et nous. Voilà. Donc oui, je suis d'accord qu'il y a peut-être quelque chose comme ça. Pour ce qui est du New Deal et de Roosevelt, je suis d'accord aussi avec ce que vous dites. Simplement, il a reçu, il y a des études là-dessus, le vote, le suffrage afro-américain, systématiquement, à chaque fois, c'était massif. Voilà, et ça aussi, c'est intéressant. Il n'a en effet pas un programme, ça aussi, je pense qu'il faudrait qu'on l'intègre, il n'a pas un programme antiraciste explicite. Il ne dit pas « je suis antiraciste et je fais une politique antiraciste », mais il fait des politiques qui profitent aux Afro-Américains. Par exemple, des énormes subventions sur les métayers. Il y a beaucoup de métayers afro-américains. Donc, il améliore le sort des Afro-Américains, mais il ne le dit pas. Alors, on peut dire ça à lâche, mais on peut aussi se dire que c'est peut-être des politiques très intelligentes. Par exemple, j'ai un autre exemple, c'est au Texas, qui est quand même un État assez raciste. Alors, la discrimination positive, c'est les débats interminables, c'est l'horreur, c'est opposition extrêmement virulente à la discrimination positive. Et puis, il y a quelques années, il y a une autre proposition, c'était on va prendre 10%, 10 peut-être, je ne sais plus exactement, des meilleurs élèves de chaque lycée, et ils ont droit d'entrer à l'université. Et là, il n'y a pas le mot race. Or, dans les lycées, vu comme c'est ségrégué, il y a des lycées noirs. Et bien, avec cette mesure-là, qui ne disait pas « je suis une mesure en faveur des Noirs », qui ne disait pas « je suis une mesure antiraciste », elle est passée. Elle va changer la composition sociale du Texas, parce qu'il y aura dorénavant des gens diplômés beaucoup plus qu'avant, issus de la minorité afro-américaine. Alors que l'autre réforme, discrimination positive, qui elle introduit, met au centre du jeu la question blanc-noir, immédiatement il y a la levée de bouclier. Et ça, peut-être qu'aussi, c'est des questions à se poser. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, être antiraciste, c'est le dire haut et fort, sans doute, mais peut-être qu'on peut faire plein de choses tout à fait antiracistes, et produisent des effets très importants sans que ce soit quelque chose qui soit mis en avant. Enfin, en tout cas, il y a des exemples où ça produit vraiment des effets réels, voilà, et pas simplement symboliques. Voilà.
Oui, sur la laïcité, alors c'était d'abord parce que moi ma question, c'est sûr, hein, la droite, l'extrême droite, enfin deviennent complètement fous avec ça, enfin ils en mettent toute la journée, donc c'est sûr que là il y a une instrumentalisation, comme tu disais tout à l'heure, qui est très forte. Simplement, c'était pas voilà, le cœur de mon livre, c'était partir des années 60. Je voulais aussi vraiment faire un pas de côté par rapport à la France 2025. Parce que justement c'est tellement chaud et puis c'est tellement dur de discuter que si on se dépayse et qu'on va dans les années 60, bon, eh ben du coup on peut en discuter un peu plus sereinement, mais du coup il n'y a pas la question de la laïcité. Voilà. Mais en tout cas, par contre, la question peut-être pas de la religion, mais des traditions, en tout cas, elle était posée dans les années 60. Donc par exemple, Carmichael dont je vous parle, il a une tendance à se revendiquer des traditions africaines, voilà, contre la civilisation occidentale, parce qu'il est dans cette logique-là, et il fait l'objet de moqueries systématiques des Black Panthers, qui lui disent c'est pas la peine de venir habillé comme ça, avec tel ou tel habit africain, c'est ridicule, et ils lui disent nous, notre tradition, c'est pourquoi pas l'Afrique, hein, on en prend, mais on prend pas tout. Parce que les traditions, c'est jamais entièrement positif. Il y a des traditions d'inégalité, de domination, donc on ne prend pas tout. Alors il y a peut-être quelque chose là-dedans qui pourrait s'appliquer à la religion, quoi. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de... Si vous êtes dans une grille opposant Occident, Nord-Sud, bah, du coup, il n'y a pas vraiment de raison de formuler une critique de la religion, puisque finalement, une religion du Sud, elle est légitime en soi parce qu'elle est du Sud. Voilà. Ou alors vous avez une autre grille d'analyse, plutôt en termes de classe ou d'émancipation, où on peut tout à fait faire une critique de la religion. Voilà. Mais c'est vrai que je ne suis pas rentré sur cette question. Et après, peut-être, oui, pour l'antisémitisme, parce que j'en ai pas parlé non plus dans le livre. Pour reprendre ce que tu disais, Baptiste. Pourquoi ? Parce que moi, ce qui m'intéressait, c'est le discours comment faire bouger les lignes du discours du RN, qui n'affiche pas d'antisémitisme. C'est pas là-dessus qu'il fait son beurre, même si c'est sans doute qu'un accommodement provisoire, ils ont un ennemi principal, celui-là, on va s'allier provisoirement avec lui, et puis on s'en occupera après. Bon, mais par contre, j'ai écrit un article quand même sur le sujet, parce que moi, il me semblait que l'antiracisme dont j'ai parlé, décolonial, en fait, malgré tout, il ne permet pas de penser l'antisémitisme. Et ça, c'est un problème. C'est-à-dire que, par exemple, il y a très souvent l'idée que le racisme, c'est la discrimination. Et que c'est un synonyme quasiment de la discrimination. Et du coup, le racisme individuel, bah, il est un peu banalisé en disant « Ah, mais ça, c'est pas important, ce qui compte, c'est le racisme comme discrimination », ce qui est vrai. Sauf que les Juifs ne sont pas discriminés. Je cite les sources là-dessus, il y a des sources. Les Juifs, en France, aux États-Unis, ne sont pas discriminés. Alors si on dit que le racisme c'est la discrimination, alors du coup les Juifs ne sont plus victimes de racisme, et aujourd'hui dans les milieux antiracistes américains on dit les Juifs sont des Blancs. Voilà. Les Juifs sont des Blancs, ça veut dire ils ne sont pas discriminés, donc ce sont des Blancs. Et on ne peut pas penser alors ce qui se passe, à savoir eux ils sont victimes non pas de discrimination mais de violence individuelle, voilà, d'attentats, de meurtres. Voilà. Eux ils sont victimes de ça. Donc ce sont de drôles de blancs pour être victimes de choses comme ça. Et dans le logiciel décolonial, effectivement, la question juive, elle fait... il n'est pas profilé pour penser ça. Et donc, sa montée en puissance a tendance un petit peu à occulter l'antisémitisme, alors que il a aussi, hein, je cite les chiffres dans l'article, hein, mais par rapport à la population juive, c'est le groupe le plus touché en France, hein, par le racisme. Si on le ramène le nombre d'actes antisémites à la population juive, c'est le groupe le plus touché, mais alors vraiment de loin, hein, de très loin. Voilà. Donc oui, c'est vrai que du coup, ça c'est assez délétère, le fait il peut y avoir du coup des concurrences des racismes. C'est vrai que moi, j'ai dit, j'aurais dû aussi ajouter ça, j'ai commencé en disant, je juge un discours antiraciste à sa capacité à produire le bloc populaire ou pas, mais aussi peut-être le juger au fait qu'il ne conduise pas à la guerre entre les différentes minorités visées par le racisme, parce que c'est la catastrophe, quoi. Voilà. D'autres questions ? Non, mais simplement, je veux réagir à ce que vous disiez sur le peuple juif. Et moi, je vais reprendre les termes de mon camarade et ami Pierre Stamboul, qui dit qu'il n'y a pas de peuple juif. Le peuple juif n'existe pas.
Il y a des juifs de l'Est dont il vient, il est blanc aux yeux bleus. Et puis, il y a les juifs qui viennent des pays du Sud, et ce n'est pas un peuple, c'est une religion. Et je m'inscris auprès de Pierre pour dire qu'il n'y a pas de peuple juif. Vous venez juste de parler des Noirs et des Juifs en Amérique du Nord. Si je me souviens bien, jusque dans les années 70, il y avait une sorte d'alliance entre les Noirs et les Juifs pour combattre la discrimination dont les uns et les autres pouvaient être victimes. Tous les Juifs n'étaient pas très riches. Ceux de Brooklyn étaient loin d'être défavorisés. Et je ne sais plus pourquoi, un peu plus tard, cette alliance s'est transformée en opposition. Si vous pourriez nous le dire, ça peut être intéressant. Voilà deux groupes qui subissaient les sévices du racisme, qui ont essayé de s'allier pour le combattre et qui ont fini en opposition totale. Bon, simplement, juste une petite remarque avant de te laisser la parole. La notion de peuple juif a été l'objet d'un livre très épais de Shlomo Sanz, qui est un historien israélien, dont le titre c'est « Comment le peuple juif fut inventé ». Il fait référence à la conception, au concept de peuple juif qui a été inventé dans la période de la création du nationalisme, du développement du nationalisme. Pardon. Oui, j'aurais dit la même chose, et rien de plus que ça, effectivement. Pour ce qui est de l'alliance des Juifs et des Noirs, en fait, je pense que il faut l'historiciser davantage, c'est-à-dire que c'est une relation alliance ou opposition dans l'histoire, et ça fluctue. C'est-à-dire que dans les années 20, par exemple, Marcus Garvey, qui est un des grands leaders afro-américains qui voulait faire une remigration vers l'Afrique, etc., lui, il est clairement antisémite. Voilà. Vous avez Nation of Islam, aussi, qui est clairement antisémite, l'organisation dans laquelle commence à militer Malcolm X avant de s'en détacher, qui existe toujours et qui est clairement antisémite aussi, mais à d'autres moments, et donc je pense qu'à nouveau, il y a plusieurs courants afro-américains, donc certains sont antisémites, pas d'autres, mais je pense que dans le moment des droits civiques, c'est quand même un grand moment d'alliance, je pense, et de lutte en commun. Voilà, je crois qu'à ce moment-là, effectivement, on a l'impression d'une... Et peut-être que ça se dénoue après, mais c'était pas le beau fixe tout le temps. Je pense que ces années après-guerre, 50, 60, jusqu'au début 70, où il y a une alliance qui a l'air d'être assez structurante, et ceux qui ne sont pas d'accord sont marginaux. Mais je pense que c'était pas le cas avant. Et aujourd'hui, je ne sais pas. Je sais que les derniers discours que j'avais lus de Nation of Islam, c'est des textes des années fin 70, début 80, où c'est... leur truc, c'est de dire que ce sont les Juifs qui ont organisé la traite. C'est clairement antisémite, mais ça représente quoi c'est pas grand-chose, Nation of Islam, en termes d'effectifs, je pense. Si je peux me permettre, ce que l'on peut remarquer, c'est après cette alliance, c'est la trajectoire différente, ou plutôt une trajectoire ascendante pour la communauté juive américaine et la communauté noire américaine, afro-américaine, qui n'a pas franchement mis beaucoup plus de temps à l'école. Est-ce que le fait que les communautés juives soient essentiellement juives blanches, parce qu'il y a aussi les afro-africains, il y a quelque chose. Mais en tout cas, à partir de la fin des mouvements des droits civiques, donc à ce moment où peut-être l'alliance se dénoue, mais à vérifier, voilà. Par contre, il n'y a plus la communauté noire. Il y a clairement une disjonction dans la communauté noire, parce qu'il n'y a plus la ségrégation légale. Et donc la bourgeoisie noire, les classes moyennes noires vont quitter le ghetto. Voilà. Et donc, le ghetto va s'effondrer sur lui-même. Avant le ghetto années 50, il a toutes les classes sociales. Vous avez les médecins, les avocats, la bourgeoisie, tout le monde est dans le ghetto, on ne peut pas être ailleurs. Et donc il y a des institutions noires, etc. Il y a plein de choses. Et maintenant le ghetto, à partir des années 70, il s'est effondré parce que toutes ces classes supérieures qui organisaient la vie, enfin classe moyenne, c'était pas, sont parties, s'installer ailleurs, et donc c'est devenu quelque chose d'assez dramatique. Voilà. Et donc je pense qu'il n'y a plus d'unité.
le mouvement des droits civiques venait du fait qu'il y avait une réelle unité des conditions des Noirs. Et là, peut-être qu'elle est perdue depuis les années 70. Et vous avez aussi de plus en plus, d'ailleurs, d'Afro-Américains, Trumpistes, par exemple, c'est possible, dorénavant, largement. Une question ? Oui, moi j'avais une question pour revenir sur la question de la laïcité et des religions. J'ai aussi dévoré ton bouquin, mais il me semble pas que t'en aies causé, et je voudrais avoir ton point de vue là-dessus. C'est sur la dérive qu'on constate, nous, dans notre milieu syndical, autour de l'antiracisme politique, qui est maintenant très mêlé à la question de la religion, et notamment à la défense de la religion musulmane, puisque, on le sait, ce sont des personnes qui sont fortement discriminées aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est très compliqué d'avoir une critique des religions, notamment du coup de la religion musulmane, mais de fait aussi des autres. Et ça, il me semble qu'il y a un côté un peu irréconciliable entre la gauche, l'antiracisme dont tu parles, un peu plus populaire, et puis cet antiracisme politique qui baigne carrément maintenant dans la défense des religions. Oui, je suis assez d'accord. Je pense que c'est un point d'achoppement là dont je sais pas comment on peut pour l'instant sortir de cette impasse. Mais c'est vrai que ça fait vraiment un point de divergence. Alors, j'avais regardé un petit peu parce que cette idée-là, elle a été théorisée en Angleterre à la fin des années 90 par un militant et intellectuel qui s'appelait Chris Harman. Et il a écrit une brochure qui s'appelle « Le prophète et le prolétariat ». Voilà, et donc il s'est dit qu'il fallait penser la jonction en fait, de l'islam politique et du marxisme, de la tradition ouvrière, parce qu'il y avait un nouveau prolétariat, alors qui voyait aussi au début des années 2000, pendant les grandes mobilisations en Angleterre contre la guerre en Irak, il dit voilà, il y a plein de jeunes, etc., donc il faut faire quelque chose, et il a théorisé ça. Et les organisations ont essayé, certaines, d'aller au bout de ça, d'aller complètement dans cette direction. Et en fait, il s'est passé quoi ? C'est devenu... donc ce parti-là a lancé des listes aux européennes, aux municipales, enfin plein d'échéances. Et ça a terminé par simplement une interpellation aux musulmans. C'est-à-dire qu'en fait, le programme traditionnel marxiste de ces groupes-là avait complètement disparu. Critique du capitalisme a disparu, et au fond, c'était une partie de défense des musulmans. Voilà, il a terminé comme ça, il s'est dissous après plusieurs échecs, mais comme si on ne pouvait pas maintenir les deux. Et, voilà, en tout cas, politiquement, ça n'a pas donné grand-chose. Et après, comment résoudre le problème aujourd'hui dans nos organisations, j'en sais rien, mais c'est vrai que vu que toute la journée, on est sous le feu de la critique aussi de droite, c'est vrai que c'est vraiment compliqué de garder... Mais bon, je pense qu'il faudrait pouvoir maintenir des espaces de débat. Mais bon, c'est vrai que très vite ça fuse, raciste, c'est immédiat, quoi, quasiment. Mais il faudrait qu'on puisse maintenir des espaces de débat. J'ai pas de solution, mais sinon on ne serait pas là. Mais c'est peut-être aussi par lâcheté que j'ai pas abordé la question, parce que je voyais pas vraiment ce que... Pour le moment, c'est compliqué, oui. C'est compliqué et ça met à mal, tu avais commencé là-dessus, ça met à mal nos organisations. Ah oui. Vraiment. Ah oui. Allez-y. Pour utiliser ce que vous venez de dire, est-ce que c'est ça qui met à mal nos organisations, ou est-ce que c'est une phase que nous vivons actuellement qui fait qu'on se concentre sur des... Je vais utiliser un mot fort, mais qui est trop fort, vous l'atténuerez. On ramène les questions de racisme, on se polarise sur les questions de racisme en oubliant les questions fondamentales du point de vue marxiste, qui est la question économique. Et d'ailleurs, l'ultralibéralisme qui prolifère actuellement le fait sur une base prioritairement économique. Et instrumentalise justement la question du racisme, du wokisme, comment vous avez dit, l'intersectionnalité, qui sont des nouveaux concepts, je dirais,
qui finissent par perdre les gens ordinaires, je veux dire, qui n'ont pas la culture. Ici, visiblement, il y en a qui maîtrisent très bien ces concepts intersectionnels, etc., pour les manipuler, mais pour les manipuler, je veux dire, avec aisance. Mais je veux dire, quand on discute avec des gens dans la rue, c'est quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Ces questions, ni wokisme, ils ne savent même pas ce que c'est. Et j'ai bien aimé votre façon de répondre à madame, non pas pour nier la qualité de ce qu'elle disait, parce que il y a des fondements, si vous voulez, mais c'est par rapport à ce qu'on vit actuellement, la difficulté, les plus 35% qu'on a vécu de l'extrême droite en Auvergne, comme beaucoup d'endroits aussi ailleurs, vient aussi de ce qu'on arrive. Enfin, beaucoup de gens engagés ne savent pas parler d'une façon qui accroche les gens qui ont perdu confiance, en fait, dans l'espérance d'une société qui s'appuie, socialiste, on va le dire, mais socialiste au sens marxiste du terme, avec une perspective communiste, quelles que soient les nuances que l'on puisse entendre chez les uns et chez les autres de ce point de vue-là. Il y a un livre qui est paru l'année dernière d'une enseignante de Sciences Po en philosophie qui s'appelle « La fabrique de l'homme apolitique ». Il y a dedans, il y a beaucoup de choses extrêmement intéressantes du point de vue du narratif, documentées en plus par des archives, sur l'évolution depuis 50 ans, le développement du libéralisme, y compris avec Mitterrand et les autres. Donc j'ai trouvé ça très intéressant, mais ça se termine évidemment par un constat un peu amer du fait qu'on ne sait plus, c'est ce qui s'exprime ici aussi, c'est-à-dire on est gêné dans nos organisations, etc. Disons, le discours marxiste n'a plus de destinataire. C'est dit en 3 mots. Et avec tout ça, c'est liquidé. Donc après, on se trouve face à l'ultralibéralisme sans solution. Alors il faut discuter. C'est un peu la conclusion du livre. Il faut parler, il faut créer, bon d'accord. Mais justement, le Parti communiste, par exemple, essaye de produire cette création, soit sur le plan climat, par exemple, ou perspective zéro carbone en 2050, mais aussi sur la sécurité, puisque tu as dit tout à l'heure, personne ne parle de la sécurité. Il y a au moins une personne à la télé qui en parle, c'est Fabien Roussel. Mais Fabien, oui, mais ça fait rire beaucoup de gens, et y compris dans le Parti communiste d'ailleurs, et qui combattent ce genre de discours, c'est droitier, c'est extrême droite, etc. Sauf que quand vous avez des distributions alimentaires avec des gens qui ont faim et qui se tapent sur la figure parce que pour se voler la pitance dans la misère, je veux dire, si vous n'avez pas un service d'ordre qui canalise tout ça pour répartir la quantité qu'il y a à distribuer, en donner un peu à tout le monde, ça s'appelle comment ça? Oui, effectivement, c'est ce qu'on constate à Casa, mais il faut bien organiser. On a perdu quand même des dizaines de milliers de policiers. On a perdu la police de proximité. La bourgeoisie a introduit la drogue, parce que ça, dans les années 68-70, et ça continue aujourd'hui. Et tout ça d'élite, plus les délocalisations qui ont créé une situation de chômage, plus ce que vous avez décrit sur les quartiers, les problèmes de voisinage qui sont réels. Il ne s'agit pas de les nier, mais c'est vrai aussi qu'il y avait beaucoup, dans les cités où il y avait des HLM, il y avait beaucoup de mixité, et avec là aussi, comme décrit pour les Juifs aux États-Unis, les couches moyennes qui, à un moment donné, ont évacué ces lieux-là pour aller ailleurs parce que ça devenait invivable, parce qu'il y avait la drogue, parce qu'il y avait le chômage, etc. Donc il faut... L'analyse marxiste... Ça rejoint ces questions économiques dont on ne parle pas. Voilà. Et
le dernier point sur la question de l'origine du racisme, il y a la dimension de la catégorie psychologique qui n'est pas du tout abordée dans ce débat-là, mais je pense qu'il y aurait beaucoup à apprendre sur l'éducation des enfants, les rapports entre enfants et éducation, etc., pour la question de la haine de l'autre, etc., parce que les Bretons du Nord, les Bretons du Sud, etc. Est-ce que je peux faire juste une remarque sur la question précédente? On a le temps avant de répondre. Non, il faut, à propos de la critique de religion et la laïcité, juste en 2 mots, il ne faut pas oublier le fait que la laïcité est intensivement exploitée, instrumentalisée contre avec un but raciste, enfin pour le racisme, pour amplifier le racisme. Et ce qui est visé, ce n'est pas la religion musulmane. La critique des religions, elle est évidemment permise, mais c'est surtout une certaine amalgame entre les musulmans, tous les musulmans, les islamistes, les musulmans et ainsi de suite. Voilà, donc il ne faut pas oublier cet aspect-là des choses. J'ai dans ma tête la stratégie de ce qu'on appelle le printemps républicain et quelques autres qui utilisent de manière intensive la laïcité. Pas contre les autres religions, mais contre l'islam en particulier. Voilà, ma remarque est faite. Il n'y avait pas tellement de questions dans les... Donc j'ai non, pas il n'y forcément... avait pas beaucoup de questions dans les interventions. Mais je sais qu'en gros, quand même, la question de la laïcité, pour pas non plus... pour dire quand même 2-3 trucs, en réalité, le débat, c'est... qui divise, je crois, enfin qui divise, pas tout, mais tout le monde, mais enfin, c'est la question de la loi de 2004. Voilà. Et à mon avis, ça porte essentiellement là-dessus. Donc c'est cette question-là dont il faudrait pouvoir débattre sereinement. Oh non, mais je veux dire, entre nous, on ne va pas débattre avec les autres, mais il faudrait pouvoir débattre sereinement entre nous. Bon, si on ne peut pas le... Mais c'est vrai que... Voilà, est-ce que c'est une loi raciste ou pas, puisque c'est ça le débat. Mais dans un contexte quand même où la droite veut l'interdire dans l'espace public. Hein, voilà, c'est celle-là, le vrai sujet. Qu'est-ce qu'on pense de cette loi de 2004 ? Est-ce que c'est vraiment une atteinte à la dignité des gens ou est-ce que non ? Et effectivement, moi j'ai l'impression que le débat, il a eu lieu en 2004. Moi j'avais regardé par exemple les débats à l'Assemblée nationale, c'était quand même des débats sérieux qui étaient très intéressants. Puis ensuite... j'ai l'impression que tout le monde était content que ça soit derrière nous parce que ça avait beaucoup divisé et puis on n'en a plus parlé. Et puis en fait ça a produit plein de choses comme ça un peu dans notre dos et qu'il faudrait qu'on en reparle. Il faudrait remettre à plat complètement cette loi de 2004. Qu'est-ce qu'on en dit voilà. Moi à titre personnel j'ai rien contre, hein, mais c'est à titre personnel. Hein, et puis je suis comme vous, hein, je suis un citoyen et puis j'ai des arguments en faveur de cette loi. Je vois bien les limites aussi qu'elle peut avoir, mais moi, je ne considère pas qu'il s'agit d'une loi raciste. Hein. Même si, par contre, oui, elle visait bien les musulmans. Hein. Parce qu'on a sorti un sikh ou deux, histoire de dire, oui, mais ça s'applique aux sikhs. Bon, dire, personne n'était dupe, on savait très bien que c'était musulman, mais je ne pense pas quand même, malgré tout, que c'était une loi raciste. Mais ça, voilà, ça c'est juste, je ne vais pas parler de ça, parce que j'ai pas plus d'expertise que vous là-dessus. Hein. Voilà. Voilà, le dernier. Alors. Mais, il y a encore une question, pardon. Allez-y. Oui, non, mais c'est simplement pour répondre sur 2 points. D'abord, pour te répondre, quand je suis intervenu tout à l'heure, c'était pas pour dire qu'on ne pouvait pas critiquer les personnes musulmanes. Hein. C'était pour dire que parler de la critique des religions, même au sein de nos organisations syndicales, ça devient un vrai sujet, alors que c'était une évidence il y a encore quelques années. Et c'est très mêlé, on le voit, on le sait, et on a subi... ça depuis quelques années, c'est très lié à la question de l'antiracisme politique, mêlé d'ailleurs à la question de l'islam politique, c'est même revendiqué tel quel par certaines personnes. Ce qui fait que, quand tu parles de la loi de 2004, le simple fait de dire ce que nous on dit ici, à savoir qu'on n'était pas forcément favorable à cette loi en 2004, mais qu'on trouve qu'aujourd'hui l'abroger à l'école, ça serait contre-productif, pas dans la société civile, à l'école. Hein. Ça, aux yeux de certains, c'est considéré comme raciste, comme si d'ailleurs la question de la religion musulmane pouvait être directement liée à la question du racisme. Voilà. C'est tout ça que je voulais dire. Et c'est là où le débat devient très compliqué, parce que démêler ça
quand les insultes fusent, c'est quasi impossible. Alors, je voudrais qu'on ne dépasse pas en 2 ou 3 minutes maximum, parce qu'il faut laisser un peu de temps pour les dédicaces, et on est obligé d'évacuer la salle dans pas très longtemps. Voilà, donc si vous voulez bien, je veux bien donner encore 2 interventions, mais s'il vous plaît, pas plus d'1 minute. Très rapidement, Tony Judt, que vous connaissez peut-être, a résumé en 4 mots l'un des problèmes de notre société. Nous n'avons plus les mots pour parler de nos problèmes et nous n'avons pas les mots pour en décrire une solution. Je crois que ça vaut la peine d'y réfléchir. Oui, donc quelques petites références qui peuvent aider à la réflexion, je pense, sur les questions qui nous préoccupent. Et effectivement, on a l'impression d'être dans une impasse, on voit bien, militante et intellectuelle. Mais historiquement, en fait, c'est des cas qui sont déjà produits. Quelques petits exemples quand même, pour peut-être pour ceux que ça intéresse, ça intrigue. Il y a des exemples historiques quand même, lorsque par exemple, justement, la question juive se posait au sein de la gauche. Le Parti communiste, dans les années 30, a créé des groupes, vous savez, les fameux MOI, main-d'œuvre immigrée, et il y avait un groupe spécialement dédié aux populations yiddish, juives. Et cette question-là, elle a fait discussion sur, parce que c'était essentiellement des gens d'immigration de l'Est et qui étaient plus croyantes que les juifs francophones, installés plus longuement en France depuis le décret Crémieux. Et la question au sein du Parti communiste, la part de ces militants juifs était assez claire. C'était nous, en tant que juifs yiddish, défendrons nos droits d'immigrer, etc., etc. Mais au niveau religieux, la religion n'a pas sa place dans nos cercles militants. Voilà, c'est très clair, très carré. Et pareil aussi au niveau du Parti communiste algérien, qui évidemment a eu à cœur d'intégrer dans ses rangs donc des indigènes qu'on appelait à l'époque les sujets musulmans. Se poser la question du rapport évidemment à cette question de la religion, d'autant plus que le statut les restreignait à ce rapport de musulmans. Et là aussi, pareil, ces militants ont répondu assez franchement et ont réussi à organiser ça, une sécularisation de l'organisation, en disant tout en tant qu'opprimé musulman, rien en tant que croyant. Voilà, c'est aussi c'est cette tradition-là qui était présente, et je pense que c'est peut-être ça auquel on réfléchir. Et sur 2004, moi, cette loi, je pense qu'il y a une synthèse quand même qui pourrait potentiellement mettre, peut-être pas d'accord tout le monde, mais en tout cas ne pas me dépasser, c'est que moi je pense qu'elle a un sérieux problème quand même, cette loi, c'est que cette loi, elle interdit les signes ostentatoires. Et on voit sur le terrain la dérive que ça donne, c'est-à-dire, moi je le vois de plus en plus, j'enseigne dans un milieu assez bourgeois, à Chamalières, les petites croix chrétiennes, je les vois pulluler de plus en plus. Et ma hiérarchie me somme de bien fermer ma bouche, pardon. Vraiment. C'est un problème. Donc je pense que si on proposait une refonte de cette loi qui interdise et qui mette tout le monde à égalité et qui soit clair là-dessus, tous les signes religieux, je pense qu'on sortirait par le haut de ce débat et on s'éviterait beaucoup de problèmes. Ça veut dire que cette tradition que tu mentionnes est beaucoup plus ancienne, elle remonte à Voltaire. Bon. Donc il nous reste à remercier le conférencier pour cette conférence passionnante et aussi pour le débat qui me semble extrêmement riche. Donc je vous invite, si vous voulez acheter le livre, Florian va pouvoir le dédicacer à la sortie. Et merci beaucoup et bonne soirée. Samedi 15h chaude. Voilà.